Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être encore nombreux à suivre ces webinaires. Donc aujourd'hui, on va vous parler effectivement du Manex parce qu'il y a énormément de questions qui se posent sur les Manex. Alors, qu'est-ce que c'est que le manuel d'exploitation? Alors, lorsque j'ai commencé à parler du manuel d'exploitation dès son apparition en 2019 dans les textes réglementaires de la Commission européenne, euh, on m'a pas vraiment pris au sérieux. Puis ensuite est venu ensuite des possibilités de transformer notre bon vieux MAP, donc le manuel d'activité particulière, en Manex. Mais encore une fois, je redis ce que je disais déjà à l'époque, ça n'est qu'une période transitoire. C'est-à-dire que le Manex tel qu'il est défini aujourd'hui sur le site de la DESAC, le Canva qui est gratuit et qui permet à tout un chacun de pouvoir utiliser, n'est que une pâle copie du MAP avec juste quelques améliorations et disparitions, notamment de certaines références à certains textes de loi. Mais tout ça, ça s'arrête au 31/12 de cette année, donc dans 31 jours, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Et bien évidemment, cela s'arrête. Pourquoi? Parce qu'au 1er janvier, on va passer sur le nouveau Manex. Le nouveau Manex pour les sociétés qui vont s'immatriculer ou qui vont s'enregistrer en tant qu'exploitants à partir du 1er janvier 2024, si elles sont sous les régimes des scénarios dits STS de la catégorie spécifique. Par contre, il est toujours possible pour les entreprises qui se sont enregistrées en tant qu'exploitants, les entreprises et les non-entreprises d'ailleurs, je précise, qui se sont enregistrées avant le 31/12, il est toujours possible d'exercer suivant les scénarios nationaux. Et dans ces conditions, le Manex national donc, doit être transformé en Manex européen. Donc, toute personne qui a aujourd'hui un Manex, même national, doit pouvoir aujourd'hui le transformer pour qu'au 1er janvier, on soit conforme à la réglementation européenne. Alors, pour les clients qui sont les miens et sur lesquels on aura fait des Manex, ils sont déjà dans un Manex transitoire puisqu'ils ont déjà la possibilité d'être et à la fois sur la partie Manex européen et à la fois partie Manex nationale. Mais encore une fois, on est en train, nous, de transformer tous les Manex de nos clients pour les mettre à 100% en Manex européen, puisque c'est la règle à partir du 1er janvier 2024. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Manex? Alors, un Manex, il est important de savoir que c'est un document juridique qui atteste de la compétence d'une structure exploitant un drone à pouvoir utiliser ou à faire utiliser par son personnel ou par éventuellement ses télépilotes le drone dans des conditions particulières et relatives au scénario standard. Alors, il faut savoir que si on va sur le site de la DESAC, il est bien précisé qu'un manuel d'exploitation est requis pour l'exploitation de tout aéronef dans le cadre des scénarios nationaux, sauf pour l'exploitation non autonome d'un aérostat captif de masse inférieure à 25 ou égale à 25 kg. Donc ça veut bien dire qu'on est obligé, de par le règlement 947, donc le règlement d'exécution de 947 européen, d'avoir un Manex dès qu'on va travailler dans un domaine relatif au scénario spécifique, de la catégorie spécifique. Le manuel d'exploitation doit être amendé pour tenir compte des évolutions de la réglementation. Donc, à ce moment-là, on dispose généralement d'un délai d'1 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification du dit article pour effectuer l'amendement. Et de toutes les modifications de l'activité ayant une incidence sur le manuel. Donc ça, c'est très important aussi parce que si jamais vous changez de drone ou si jamais vous changez de télépilote, ou voire la même chose, ou si jamais vous augmentez dans vos CONOPS, on expliquera ce que c'est que les CONOPS, mais si vous changez d'orientation professionnelle au titre de votre activité, par exemple, vous faisiez de la photographie aérienne et puis maintenant vous faites de l'inspection technique ou de la pulvérisation, voire du nettoyage, etc., dès que vous changez quelque chose, il faut le rajouter dans le Manex. Pourquoi? Parce que c'est, en gros, j'ai tendance à comparer le Manex au statut d'une société. Il faut pouvoir écrire dedans tout ce qui concerne votre activité, parce que faute de cela, si jamais vous vous retrouvez pour une raison quelconque devant un juge, on vous tiendra compte de ce que vous avez écrit dans votre Manex. Et si jamais rien n'était écrit, rien n'est expliqué, ou si c'est erroné, on vous en tiendra rigueur, puisqu'on vous en fera le reproche. Et si jamais vous n'avez absolument rien défini, ce sera l'appréciation du juge du fond. Ce sera lui qui décidera de ce qui est cohérent ou pas avec ce que vous avez fait et ce pourquoi vous avez été conduit devant lui.
Alors, l'exploitant doit archiver aussi le manuel d'exploitation et tous ses amendements. Donc, on va voir qu'il y a un formalisme dans la rédaction du MANEX qui est important. Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer aussi des modifications au manuel d'exploitation s'il constate que l'exploitant ne respecte pas la réglementation. Donc ça aussi, on a la possibilité d'avoir des demandes ou des impératifs liés par la réglementation ou directement par notre ministre de tutelle. Alors, qu'est-ce qu'un MANEX et quelle est sa structure? En fait, un MANEX, ça représente une base juridique, je l'ai dit tout à l'heure, donc pour que les opérations des exploitants de drones puissent être régies de manière cohérente. Donc, c'est établi dans un cadre réglementaire standard que tous les exploitants doivent respecter. Donc, c'est une obligation légale. Ne pas respecter cette obligation légale vous met en infraction. On verra donc la différence entre être en infraction et avoir commis une faute qui relève tout simplement de la méconnaissance ou de la mauvaise interprétation de tout ceci. Alors, dans le but de renforcer davantage la sécurité des vols et de garantir l'excellence de la formation dispensée, un exploitant peut choisir d'aller au-delà des directives de base du MANEX. Alors ça, là-dessus, je fais un peu écho à une discussion hier sur le fait que certains disent, à partir du moment où on est dans la catégorie ouverte, on n'a pas besoin de MANEX. Alors c'est tout à fait vrai. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je dirais que c'est comme pour avoir le droit de circuler avec un vélo en ville ou n'importe où, vous n'avez pas besoin d'avoir un permis de conduire. Mais rien ne vous empêche d'avoir un permis de conduire et de faire du vélo. Donc c'est exactement la même chose. On est dans le cadre où le MANEX n'est absolument pas obligatoire dans la catégorie ouverte. Par contre, si vous êtes dans la catégorie spécifique et que vous voulez rajouter la catégorie ouverte dans votre MANEX pour tout un tas de raisons qu'on pourra expliquer éventuellement au-delà des questions, vous pouvez le faire. Rien ne vous empêche de le faire. D'accord? Alors, pour ce faire, il peut élaborer et mettre en œuvre les règles de procédure spécifiques à son organisation. C'est-à-dire qu'on peut aller au-delà de ce qui est demandé par les ASA de base. Ces directives supplémentaires sont conçues pour répondre aux besoins uniques de l'exploitant. Donc, à ce moment-là, ça devient votre document interne. Et cela va tenir compte des particularités des opérations, de l'équipement, du personnel. Et donc, en personnalisant ainsi les procédures, les exploitants peuvent non seulement répondre aux exigences de base du MANEX, mais aussi élever leurs standards de sécurité et de qualité en matière de formation à un niveau supérieur. Et cela, ça va permettre en fait d'avoir une meilleure gestion des risques et donc une meilleure façon de gérer les opérations de drone. Alors ça, c'est déjà quelque chose de très important à connaître et à voir. Alors par exemple, je vais vous montrer, je vais essayer de, je ne sais pas si vous allez voir, je voudrais vous montrer un MANEX. Voilà. Donc, je vais agrandir un peu. Tout le monde voit là ou pas? Donc, alors, donc, on en revient là-dessus. Le manuel d'exploitation, donc, tel qu'il est défini aujourd'hui pour l'ensemble des exploitants à partir du 1er janvier donc 2024, sera conforme à celui que je vous présente ici, qui est un exemple, bien évidemment. Et on doit marquer conforme aux dispositions de l'AMC1 et du GM1, UAS Spec 030, alinéa 3, indice E, du règlement UE 2019-947. Voilà. Donc ça, c'est le point de référence. Donc, si jamais vous voulez vous faire une opinion par vous-même, c'est en anglais. Vous allez sur le site donc de l'EASA, donc sur l'Access Rules de l'EASA, et vous rentrez ces informations-là et vous aurez obligatoirement le contenu du MANEX tel qu'il doit être défini. Alors, je vous en donnerai un modèle tout à l'heure pour vous montrer ce qu'il en est. Voilà un peu les textes de loi sur lesquels on va faire référence, c'est ce que je vous disais. Donc nous, on a mis les textes de loi auxquels on doit faire référence dans notre MANEX, enfin dans le MANEX de nos clients, et on voit qu'ici, on a un pléthore donc de textes de loi avec des règlements, des amendements, des arrêtés formation, les arrêtés donc du 27 décembre. Alors à chaque fois, ils sont modifiés au fur et à mesure. Par exemple, l'arrêté formation va disparaître bientôt. Donc les arrêtés donc du 29 juin modifiant l'arrêté du 18 avril 2011. Donc voilà, on peut voir comme ça pléthore d'éléments. Les arrêtés, par exemple, pour les ICAD, on a des décrets, le code pénal, puisqu'on relève aussi du code pénal, le code de l'aviation civile, le code des transports, le code des postes et télécommunications, etc. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de textes à connaître bien au-delà de la réglementation du télépilotage de drone.
Et ça doit être inclus dans votre Manex, puisque c'est ça qui va vous donner référence si jamais un jour vous vous trouvez devant le juge du fond et sur lequel il va vous demander à quoi vous vous basez, sur quoi vous vous basez. Donc ce sont ces textes-là, et ces textes-là, il faut les mettre à jour chaque fois qu'il y a une mise à jour de la part de ces textes. Voilà un peu l'ensemble dans une table des matières. On a une introduction, on a une signature d'approbation qui est obligatoire, les descriptions de l'organisation donc du manuel d'exploitant, les concepts d'opération. Donc là ici, on voit que dans ce cadre-là, on a rajouté effectivement les opérations de la catégorie ouverte, les scénarios STS parce que bon, ils sont là-dessus. Donc on va avoir les moyens techniques utilisés, etc. Donc on a un ensemble comme ça de la maintenance, les procédures, etc. On va y revenir en détail. Hein. Un plan d'intervention, les procédures de sûreté qu'il pourrait y avoir, le RGPD, enfin voilà. On a là-dedans tout un ensemble d'éléments qu'il faut connaître et qu'il faut pouvoir rédiger dans son Manex. Alors, si on a parlé tout à l'heure de l'UAS spec pour spécifique 033E, donc ce sont les éléments que vous allez pouvoir les récupérer et il existe un modèle. Alors, moi, je l'ai en français, mais il n'est pas encore aujourd'hui sur le site de l'EASA en français. Donc, je vais vous le remontrer en français. Voilà. Donc, ici, je vais agrandir. Tout le monde le voit. Donc, modèle d'exploitation, donc manuel d'exploitation, donc le modèle. On est bien sur la référence là-dessus. C'est bien la MC1 de UASPEC 033E. Donc, pour une demande d'autorisation d'exploitation. Alors, c'est vrai que ceux qui ne savent pas aller regarder dans les documents mis à disposition de l'EASA, si on regarde bien, en fait, c'est par rapport à la demande d'exploitation, d'autorisation d'exploitation. Donc, en général, on pourrait croire que c'est pour les PDRA, pour les SORA, etc. Mais non, c'est le manuel d'exploitation tel qu'il est défini pour toutes les opérations de la catégorie spécifique. Donc là, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, donc tout ce qui est donc lié donc à votre entreprise, l'introduction, qu'est-ce que vous proposez, les acronymes, etc. Donc on peut voir les dispositions de l'organisation de l'UAS, qui doit inclure l'organigramme et une brève description de celui-ci, les principes de l'exploitation, donc les fameux CONOPS. C'est là où, franchement, il faut apporter vraiment son attention au départ lorsque vous écrivez un Manex, parce que si vous n'écrivez pas correctement vos concepts d'opération, si jamais vous êtes en difficulté un jour, vous allez avoir des soucis parce que derrière, vous ne correspondez pas à ce que vous faites. Encore une fois, admettons que je sois déclaré en tant que photographe, photographie aérienne, et que je fasse du démoussage de toiture. Je ne l'ai pas notifié dedans. Si jamais j'ai un accident qui m'amène devant un tribunal, on viendra vérifier simplement mes compétences en termes de photographie aérienne. Pas de démoussage de toiture. Bénéfice d'opération, j'aurai tort sur toute la ligne puisque je suis le professionnel et que je dois me référer à ce que j'ai écrit. Donc voilà en gros l'ensemble des éléments qu'il faut faire, les procédures normales, les procédures d'intervention, parce que les procédures d'intervention sont des procédures qui sont obligatoires pour savoir comment on va intervenir sur le site, donc les procédures générales, voilà pour toutes les exploitations, et les procédures propres à une exploitation unique. C'est-à-dire que vous avez le cas général et le cas d'une opération qui pourrait être plus spécifique parce que celle-ci, elle sort du cadre. D'accord ? Les procédures d'urgence, que faites-vous si jamais vous êtes en situation d'urgence ? Comment vous allez définir ça ? Donc là, il va falloir rédiger vraiment la totalité des informations liées à la situation d'urgence. Le plan d'urgence n'est pas une obligation, mais si jamais vous rédigez des procédures d'urgence, il peut être bon d'intégrer dedans les procédures d'urgence, voire même, dans certains cas, moi je le note, les procédures de retour à la normale. C'est-à-dire qu'une fois que l'urgence est passée, mettons qu'on a un drone qui est tombé dans une cuve, qui a mis le feu et ça a posé problème. Bon, on a tout un panel d'actions que l'on va mener, mais il va arriver un moment donné où tout ça c'est terminé. Comment on fait pour revenir à la normale et qu'est-ce qui est mis en place ? Donc ça, ce sont aussi des choses qui sont à détailler si jamais vous voulez vraiment aller dans du concret. La sûreté, encore une fois, pardon, excusez-moi. Encore une fois, vous avez pu voir quelques débats basés sur la notion de sûreté et la notion de sécurité. Alors, je rappelle la différence entre sûreté et sécurité. La sûreté, c'est pour, bien évidemment, la sécurité des biens et des personnes, mais relative à des actes de malveillance. La sécurité, c'est relatif à des accidents, c'est-à-dire que votre drone a eu une défaillance, il est tombé sur des personnes, vous avez mis en danger des personnes ou des biens, mais ça n'a rien à voir avec la sûreté. La sûreté, encore une fois, c'est les attentats.
Ensuite, on a les lignes directrices visant à réduire à un minimum les nuisances et incidences sur l'environnement. Donc là, c'est toujours pareil. On a une référence qui est donc l'UAS spec pour spécifique 050, donc indice A, alinéa V. Donc vous pouvez aller directement sur le site de l'EASA et vous avez ces références. Vous pourrez les retrouver. Les procédures de notification d'événements conformément au règlement, donc 376-2014. Donc là, c'est ce que nous, en France, on a appelé le CRESUS, qui reste encore appelé REX dans certains États européens. Mais voilà, c'est la procédure de notification des événements conformément à ce règlement. Et les procédures de tenue de registre, puisque vous êtes tenu de valider des journaux avec des registres concernant les pilotes et toutes les actions qui sont jugées utiles pour suivre la surveillance de l'activité. Voilà pour ce qui est demandé dans un MANEX, et ça, ce sera pour toutes les activités de la catégorie spécifique, je répète, à partir du 1er janvier donc 2024. Sachant que un MANEX qui a été établi pour une entreprise, ou un exploitant plus exactement, en France, est valable dans tous les États d'Europe, voire les États signataires, puisqu'il y a certains États, comme la Suisse par exemple, enfin certains pays comme la Suisse, pardon, qui ne sont pas reliés aux États européens, mais qui, par contre, ont rejoint ces règles de l'EASA. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer. Donc après, vous avez toujours dans le même document, je vais un peu plus loin, vous avez donc les guidance material, et donc on va vous demander là-dessus différents éléments qui vont vous permettre, donc c'est un guide qui va vous permettre en fait d'affiner ce que vous avez établi. Donc là, en relisant ce guide, encore une fois, c'est traduit de l'anglais, puisque vous l'avez en anglais sur là. Si vous avez besoin de l'avoir en français, je le mettrai à votre disposition. Ce sera avec le plus grand plaisir. Mais voilà, donc vous avez ici les éléments qui vont vous permettre en fait de rentrer les points d'intérêt, les différentes manières dont vous allez pouvoir travailler avec votre MANEX. Donc voilà, donc ça, c'est la structure du MANEX telle qu'elle est définie aujourd'hui à compter du 1er janvier 2024. Donc pour résumer, les éléments clés, c'est les procédures opérationnelles. Ça, vous devez avoir des procédures opérationnelles qui sont parfaitement définies. Les rôles et les responsabilités. Je rappelle qu'il y a une différence entre un exploitant et un télépilote. Bien souvent, il y a une confusion parce que une grande majorité des télépilotes aujourd'hui sont aussi des exploitants, ou des exploitants sont aussi des télépilotes. Généralement, c'est le cas de la micro-entreprise, et qu'à partir de ce moment-là, bien évidemment, vous devez assumer les deux responsabilités. La planification des activités et des scénarios de vol, là c'est pareil, vous devez pouvoir décrire comment vous organisez votre activité. Programme de formation, si jamais dans votre concept d'opération, vous avez défini que vous pouvez dispenser des formations, vous devez décrire le programme de formation de manière détaillée, de façon à ce que l'ADESAC, si jamais elle demande à venir vérifier, alors je précise quand même que tous les centres de formation sont prévus d'être vérifiés à partir du 1er janvier 2024. Donc, si vous n'avez pas mis dans votre MANEX les bonnes opérations, vous serez certainement recalé. Alors, encore une fois, l'ADESAC n'est pas là pour vous fliquer ou quoi que ce soit. Elle est là pour faire pour garantir que ce que vous allez définir est bien conforme à la réglementation. Donc, quand vous allez avoir un contrôle, vous avez deux types de contrôle, un contrôle documentaire et ensuite un contrôle sur place. Donc, deux possibilités, vous pouvez avoir que l'un ou que l'autre, ou voir les deux. Et à ce moment-là, vous avez généralement un mois pour modifier les éléments qui ont été considérés comme non adaptés. Après, si jamais vous persistez à ne pas vouloir fournir les éléments modifiés, ou quelle qu'en soit la raison, à ce moment-là, vous pouvez être sanctionné de manière plus dure, puisque ça peut aller jusqu'à l'interdiction d'exercer, du moins de faire valider votre compétence à pouvoir travailler dans ce domaine-là. La gestion des compétences des télépilotes, on a toujours besoin de savoir qui fait quoi, comment, est-ce qu'ils sont bien habilités à le faire ou pas. Les informations de chaque aéronef, bien évidemment, il faut des détails techniques des performances des aéronefs, parce que il faut savoir si elles rentrent bien dans le cadre des opérations que vous voulez faire. Ensuite, on a les procédures normales et les procédures d'urgence. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, les procédures normales, c'est tout ce qui va se passer pour un cas unique ou un cas général. Tout dépend de savoir comment vous fonctionnez. Les procédures d'urgence, là, par contre, c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais vous êtes dans une situation d'urgence? Est-ce que vous allez poser de manière urgente? Est-ce que vous allez faire un retour à la base? Quels sont ce que vous allez actionner? Est-ce que vous allez carrément couper les moteurs et cracher votre drone?
tout est possible, l'essentiel c'est de le noter là-dedans. La sûreté, tout simplement parce que les procédures de sûreté aujourd'hui sont celles qui sont le plus surveillées, dans la mesure où on le vit malheureusement. L'actualité nous le rappelle chaque jour. On vit dans un monde qui est de plus en plus malveillant pour certains, et à partir de là, des attentats, des risques, et notamment avec l'arrivée des Jeux Olympiques, cet été. Enfin, l'été prochain plus exactement. Donc, nos forces de l'ordre sont en alerte et vérifient quand même que tout soit respecté là-dessus. Donc, si jamais vous avez des procédures de sûreté que vous voulez intégrer dans votre Manex, faites-le. Donc voilà, les procédures donc de sécurité pour la zone d'exploitation. Ne pas confondre la procédure de sécurité pour la zone d'exploitation et les mesures de sécurité. Procédure de sécurité, c'est celle que vous allez délimiter, ce qu'on appelle généralement la zone d'exclusion des tiers. Et les mesures de sécurité, c'est comment vous allez vous protéger contre les intrusions illégales et l'accès non autorisé. C'est-à-dire que, je pense que c'est arrivé déjà à tout le monde. Vous avez beau mettre du rubaliste, des cônes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous aurez toujours quelqu'un qui en a rien à faire et qui passera au travers de votre zone en se fichant royalement de ce que vous dites. Qu'est-ce que vous faites et comment vous allez pouvoir garantir que personne ne rentre dans cette zone-là. Tous les moyens techniques que vous allez mettre en place, notamment les drones, éventuellement d'autres appareils, si jamais vous êtes avec d'autres appareils qui rentrent dans l'application de votre mission, comment vous gérez tout ça. Les procédures de compte rendu et de suivi et les préparations d'une opération, comment vous préparez, quelles sont les procédures que vous mettez avant et après les opérations, c'est-à-dire les briefings de démarrage et de fin de mission. Voilà, donc je pense avoir fait le tour déjà. Le but de ce webinaire n'était pas de vous faire un cours, mais bien évidemment juste de vous présenter le Manex dans son intégralité. Et c'est surtout de pouvoir échanger avec vous, parce que je vois passer énormément de questions auxquelles j'essaye de répondre, mais enfin, d'écrire des réponses, c'est peut-être plus compliqué que peut-être d'échanger avec vous verbalement. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Georges, si tu as je vois que tu avais levé la main aussi. Oui, je voulais rajouter un petit complément. Oui, si tu veux. Dans les procédures, il ne faut pas oublier, alors c'est certainement moins important pour ceux qui feront de la thermo, des relevés topo ou de l'inspection, mais il faut prévoir des procédures. Tu sais comment sur la langue. Oui, pardon. Non, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro en même temps, peut-être. Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier les procédures sur le respect de la RGPD. Alors, il y a des procédures, effectivement, sur le respect de la RGPD, mais donc il faut pouvoir les intégrer. Oui, tu parlais des GM tout à l'heure. Il y a par exemple le GM1 sur la spec 050 1A IV, où c'est assez bien décrit. Et par exemple, pour ceux qui font de la vidéo ou de la photo, vous devrez vous poser la question, est-ce que vous devez faire une analyse d'impact sur les données personnelles que vous allez collecter? Et ça, pour ça, vous pouvez aller sur le site de la CNIL. Il y a pas mal d'informations là-dessus, sur est-ce que je dois faire une analyse d'impact, est-ce que je ne dois pas en faire, sous quelle forme. Et vous avez aussi un petit tableau à remplir dans la GM que je vous ai indiqué là. Mais faites-y attention parce que ça va être de plus en plus contrôlé. Vous avez tous eu à faire certainement quand vous faisiez de la vidéo ou de la photo dans des endroits un petit peu fréquentés, à des mécontents qui disent « c'est mon image, vous n'avez pas le droit », etc. Donc, vous avez tout intérêt à prévoir ça dans votre Manex. Quelles sont vos procédures justement pour garantir que vous respectez bien le RGPD? Par exemple, quand vous collectez les données, quand vous les stockez, est-ce que vous les détruisez, à quelle fréquence, etc. Il y a tout ça qu'il faut prévoir. Donc, il faut effectivement penser à bien respecter le RGPD. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui devient, comme l'a dit Georges, de plus en plus surveillé et c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut voir aussi que l'acceptabilité aujourd'hui du drone n'est pas aussi facile que celle qu'on pourrait vouloir dire. C'est-à-dire que je suis toujours moins effaré, et on en discutait encore dernièrement, par toutes ces personnes qui ont peur que l'on vienne surveiller leur piscine ou leur terrain au-dessus de chez eux, alors qu'il devrait avoir plus à craindre que le drone tombe chez eux ou sur eux. Donc voilà, mais il faut faire attention parce que de plus en plus, il y a des dénonciations de la part de personnes qui voient voler un drone au-dessus de chez eux et ça peut envoyer effectivement les forces de l'ordre. Et si vous n'êtes pas au clair avec les RGPD, à ce moment-là, vous pouvez être sanctionné, vous êtes en infraction. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Georges, c'était bon pour toi, donc c'est bon, comme je vois que tu as laissé la main levée.
Oui, c'était juste un complément. Ah, on peut la baisser. Alors, comment on fait pour la baisser? Alors, pour appuyer dessus pour la lever, on rappuie dessus pour la baisser. D'accord. Voilà. Donc, ça n'a pas Alors, l'air de marcher, mais bon. alors j'ai monsieur Durleman, ou Durleman, je ne sais pas comment on dit. Durman, très bien, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui permet à tous d'avoir un bon niveau d'information sur ce que sont ces fameux ou ce fameux Manex européen. Le point qui m'amène un peu en double question, est-ce que dans le cadre du Manex européen, puisqu'on va être à partir du 1er janvier, comme tout le monde le sait, sur les 2 années transitoires, est-ce qu'on peut mettre dans le cadre du Manex européen l'application aussi bien des scénarios standards que des scénarios européens? Alors oui, pour ceux qui bien évidemment sont anciennement enregistrés avant le 31/12 de cette année, hein, donc pour les exploitants enregistrés avant le 31/12, et il est même d'ailleurs conseillé de rajouter les scénarios S1, S2, S3. D'ailleurs, je vais vous montrer donc sur le manuel. Donc ici, je dois avoir ça donc sur. Alors, j'arrive de suite sur les STS. Donc, voilà. Donc ici, voilà. Donc ici, on a l'obligation de travailler, mais enfin, dans les catégories d'opérations, on voit que ici, j'ai rajouté les 3 scénarios nationaux, puisque bon, dans le cadre de ces demandes-là, effectivement, on a besoin de continuer à exploiter en scénarios nationaux. Donc effectivement, sur le Manex, pour ces 2 années de transition, on a effectivement la possibilité de rajouter ceci. Voilà. D'accord. La deuxième question qui me vient à l'esprit sont l'usage des drones. On sait qu'un certain nombre de nos drones ne sont pas estampillés par le fameux C européen. Je suppose qu'au même titre que les scénarios standards nationaux, on peut garder dans un Manex européen des drones non estampillés européens. Alors, je vais essayer d'être très clair sur le sujet parce que c'est pas forcément toujours facilement compréhensible. Alors, la réglementation actuelle prévoit que tous les drones qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2024 ont la possibilité encore pour les 2 années à venir d'être exploités en tant que. Donc, ils vont pouvoir rentrer dans le Manex suivant les catégories spécifiques. Après, que vous les utilisiez, je dirais, en national sur les scénarios nationaux, ne pose aucun problème. Par contre, si jamais vous devez aller voler, par exemple en Allemagne, en Belgique ou dans un autre État là-dessus, les scénarios nationaux n'ont aucune valeur. Donc, votre Manex, toute la partie nationale, disparaîtra de facto. D'accord ? Donc, vous ne serez considéré que sur la partie qui est européenne. Et les drones n'étant pas européens, ils ne pourront pas être exploités en dehors de France, sauf à le faire dans une SORA ou un PDRA. Ok, merci. Ça répond à la question ? Ça répond en partie à la question. J'ai plein d'autres questions, mais c'est peut-être plus dans le cadre des SORA et PDRA, donc hors sujet par rapport au Manex. Mais si le est possible, je reviendrai là-dessus par la suite. Je laisse la main à d'autres. Parfait, merci. Alors, la personne suivante, j'ai monsieur Crémades ou Crémades, je ne sais pas. Oui, bonjour, alors c'est monsieur Crémades. Je vous remercie pour cette présentation qui éclaire un petit peu notre organisme. Nous, on vient un peu d'arriver dans le domaine du drone il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, la question, j'en ai 2. La première, je souhaiterais savoir si la nouvelle réglementation qui arrive en 2024, elle va changer quelque chose en matière de formation drone au niveau de l'exploitant. Alors, au niveau de l'exploitant, c'est-à-dire, parce que, encore une fois, l'exploitant et le télépilote sont 2 choses différentes. L'exploitant n'a pas besoin de suivre une formation. Non, je veux dire, est-ce que un exploitant qui désire faire de la formation de télépilote de drone, du coup, est-ce que cette nouvelle réglementation va changer quelque chose ou pas? Non, malheureusement, non, je dirais, et je dis bien malheureusement parce que je milite pour avoir une surveillance de la DSAC ou voire même de l'EASA sur les centres de formation, mais c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, comme pour demain, il n'y a aucune obligation de détenir quelque titre que ce soit pour faire de la formation de télépilote de drone.
Et je vous rejoins parfaitement. Ok. Et la deuxième question, c'est un petit peu ce que Cyril apparemment a posé comme question. Est-ce que il y a une possibilité d'avoir un lien d'un site internet pour télécharger ce nouveau Manex ou il n'est pas encore accessible pour les exploitants? Alors, il est tout à fait accessible à partir du moment où vous allez sur le site de l'EASA. Donc, vous tapez manuel d'opération parce qu'en anglais, ça se dit pas Manex. Et donc, vous allez sur le site de l'EASA et vous allez pouvoir avoir donc le manuel d'opération. Ou alors, vous reprenez les références que je vous ai données tout à l'heure, c'est-à-dire ici, pour le reprendre en exact, UAS spec. Alors, vous respectez comme ceci, uas.spec.030, entre parenthèses 3, entre parenthèses E. Vous tapez ça sur Google et ça va vous amener directement sur la page du site de l'EASA et vous allez ensuite, vous allez arriver sur un document qui va vous permettre, donc c'est en anglais bien sûr, de pouvoir voir l'ensemble du c'est Easy Access Rules, hein, donc, et vous allez avoir l'ensemble du document et ensuite vous refaites une recherche dans ce document-là, à nouveau de ce texte-là, et vous tomberez directement sur ce document-là, mais en anglais. Ok, très bien. Et en complément, excusez-moi de vous couper, en complément, comment est-il possible d'avoir cette version française qu'on voit là à l'écran? Alors, vous avez deux manières. La première, vous allez voir chez nos amis belges parce qu'eux l'ont traduite. Et ensuite, vous avez chez moi, puisque moi aussi je l'ai traduite. Voilà. Donc, si vous avez besoin, je la mettrai à disposition. Il suffit de m'envoyer un email et je vous l'enverrai gracieusement, avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi. Je vous en prie. Alors, Didier Vasselin. Donc, bonjour. Oui, salut Thierry. Je voulais juste apporter un complément à la question précédente sur les machines non certifiées, oui, utilisables encore pendant 2 ans sous les scénarios nationaux et n'étant pas utilisables à l'étranger sous les scénarios européens. Néanmoins, ils sont aussi utilisables en catégorie Open A3. Oui, alors on va faire très attention parce que comme les sous-catégories disparaissent aussi au 31-12, donc il faut faire très attention là-dessus. Donc effectivement, ils sont exploitables dans les scénarios de type A3, c'est-à-dire loin de toutes les personnes, à plus de 150 mètres de toute personne et loin des secteurs habités, récréatifs ou commerciaux. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Mais bon, je ne vois pas beaucoup d'exploitants faire utiliser par leurs télépilotes des drones, je dirais, dans la catégorie A3. Ouais, ce qui pose quand même quelques problèmes. Tu vois, par exemple, les matrices M300 RTK, qui aujourd'hui ne bénéficient pas, ne semblent pas bénéficier des futurs C5, C6, comme le sera le M350, et ça, c'est une décision de G. Comme marketing, fait dans 2 ans, on ne pourra plus les utiliser en scénario spécifique, on sera restreint à des scénarios open dessus. Oui, tout à fait. Ou alors en PDRA, voire SORA. Tout à fait. Donc, puisque bon, je rappelle que tout ce qui sort du cadre des scénarios standards, hein, que ce soit de la catégorie ouverte ou de la catégorie spécifique, peut être demandé en scénario en demande d'exploitation hors scénario, pardon. Et donc, ça fait l'objet soit d'un PDRA, soit d'une SORA. Donc, le PDRA, généralement, il est pour des machines qui étaient considérées comme, on va dire, homologuées suivant le système français. Donc, on va demander de faire une analyse de risque simplifiée. Ce sont donc des risques prédéfinis. On a à peu près, je ne sais plus, 8 ou 10 maintenant de PDRA différents, notamment le PDRA S01 qui correspond au scénario S1 et PDRA S02 qui correspond au scénario S2. Donc voilà, pour donner un peu l'ordre des choses. Et ensuite, on a la possibilité donc d'avoir la SORA lorsque on va sortir des cadres prédéfinis pour aller dans des scénarios plus complexes. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Il faut juste que les PDRA ne mettent pas 1 mois à être validés parce que la relation client-entreprise, on est sur des temps de réactivité à moins de 15 jours.
Alors, pour l'instant, on en est pour 1 mois encore, parce que effectivement, bon, ça se met en place, hein, c'est nouveau aussi, il faut le comprendre. Ceci étant, depuis qu'on a commencé les PDRA et les SORA, on est arrivé sur des systèmes génériques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que on sera toujours dans le même cadre d'opération, c'est-à-dire le même type d'environnement, le même type de drone, le même type de télépilote, donc c'est un tout, hein, bien évidemment. Et du moment où on peut démontrer qu'on va faire, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, de la topographie aérienne, ce sera toujours dans des endroits qui seront, par exemple, je veux dire, je sais pas moi, en montagne, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour dire, on sera toujours dans ce cadre-là, loin des habitations, etc. On sera toujours avec le même type de drone et ce sera toujours le même type de télépilote. Il n'y a pas de raison qu'on refuse un PDRA générique, ce qui veut dire qu'on ne sera pas obligé de faire à chaque fois une demande pour chaque site. Ouais, je te remercie. Moi, je pensais à une opération très particulière, tu vois, les relevés de carrière qui sont dans des environnements aéronautiques contraints, qui ne pourront pas être opérés en A3 normalement. Oui, bah là par contre le PDRA va être très utile parce que voir une SORA, hein, donc ce sera très utile puisqu'on fait d'abord une première PDRA ou une première SORA suivant la nature du risque, hein, bien évidemment, parce que si on est proche d'un aéroport, bien évidemment, il peut y avoir un risque plus accru que le simple PDRA. Et à ce moment-là, une fois que ça aura été établi, si on le dit en générique, on dit voilà, je serai toujours dans ce genre d'environnement-là parce que pour ce type de SORA. Et à ce moment-là, si c'est reconnu comme étant générique, il y aura juste après les déclarations, comme on le fait par exemple pour un S3, mais par contre, le concept aura été validé. Voilà. En fait, je rappelle quand même que les PDRA et les SORA sont des indices de confiance, c'est-à-dire qu'on va déclarer soi-même une analyse de risque par rapport à l'environnement, par rapport au tiers et par rapport au bien, et qu'à partir de là, on démontre les moyens mis en œuvre pour donner confiance dans un système. Et à partir du moment où la DSAC a confiance dans le système, elle dit oui, ou si elle n'a pas confiance, elle dit non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois une main levée. Oui, alors. Oui, monsieur Durlman. Oui, très bonne remarque de monsieur Wasselin concernant les M300 RTK. Je pense qu'on est beaucoup à exploiter ce type de drone professionnellement, donc avec de l'économie par derrière tout ça, et de nombreux emplois. Est-ce qu'il est imaginable de mener des actions collectives et si oui, vers qui, comment, de telle façon à pouvoir faire estampiller les M300 RTK en C5 et ou C6? Alors, pour pouvoir être C5 ou C6, voire les deux, il faut déjà répondre aux critères du C3. D'accord? Donc, en gros, c'est un peu du jargon, mais en gros, le C3, c'est de... Le M300 RTK est en C3. Voilà. Alors, donc, s'il est en C3, à ce moment-là, j'ai pas tous les appareils, hein, j'ai pas la classification de tous les appareils en tête, hein, mais s'il est déjà C3 par rapport, enfin, je dis bien estampillé C3, hein, je parle pas excusez-moi de vous couper, pour ne pas diffuser de la mauvaise information, c'est le M350 RTK qui est en C3, mais pour l'instant, il n'est pas en C5, C6. Donc, la question va se poser de la même façon pour les faire évoluer autant l'un que l'autre vers des C5, C6. Oui. Alors ça, c'est vraiment pas compliqué de faire évoluer un drone. Enfin, c'est pas compliqué. C'est pas complexe, on va dire, autant que ce qu'on voudrait le dire. Mais par contre, ça demande une certaine procédure et ça demande du temps. En moyenne, entre, on va dire, 8 et 12 semaines à peu près pour faire. Ah. On va déjà revenir sur ce que c'est que le C5, C6. Le C5, c'est pour voler en vue, le C6, c'est pour voler hors vue, mais ça doit répondre à des critères qui sont strictement identiques au C3 avec des add-ons supplémentaires permettant de garantir une certaine sécurité pour les biens et les personnes. Donc, à partir de là, on n'est pas obligé d'envoyer son drone dans un organisme notifié. Il n'y a aucune obligation. On peut très bien le faire soi-même. À partir du moment où il a été déjà défini C3, on peut très bien dire, ben moi, écoutez, j'ai rajouté tel add-on dessus, qui lui est considéré comme conforme à la réglementation, et je le bascule donc en C5 ou je le bascule en C6. Voilà. Et c'est une déclaration que l'on doit faire donc à la DSAC, et la DSAC accepte ou refuse le passage en C5 ou en C6. En gros, si je résume, et pour être très pragmatique, un M350 RTK aujourd'hui reconnu en C3 auquel on adjoint un parachute serait d'office mis en C5, C6 ? Je ne peux pas le garantir parce que je n'ai pas les informations relatives au parachute. Mais effectivement, c'est l'idée.
Je ne vais pas vous garantir ça, mais l'idée est là. C'est-à-dire que est-ce que dans le processus, il y a un FTS qui a été mis en place? Voilà, il y a tout un ensemble donc qui est défini par la réglementation. Donc il suffit d'aller regarder cette fois-ci, on est sur la 945, c'est-à-dire l'UE 2019-945, et vous avez donc le part 16, l'annexe 16, pardon, qui est relative au C5 et l'annexe 17 qui est relative au C6. Et à ce moment-là, vous allez avoir toutes les informations requises là-dedans pour pouvoir transformer un C3 en C5 ou C6. D'accord. Et la question reste toujours pendante, à savoir le M300 RTK. Comment peut-on avoir des chances qu'il y ait des évolutions pour qu'il devienne à minima C3? Alors là, ça relève du constructeur, donc forcément de DJI. C'est eux qui vont, prendre la décision de le basculer ou pas. Je pense que derrière ça, il y a des arrière-pensées commerciales. Donc, par définition, je pense que s'ils veulent arrêter la série pour que vous puissiez basculer sur des séries plus récentes, je pense pas qu'ils aient intérêt à le basculer en C3. OK. Mais ça ne concerne que mon opinion personnelle, bien évidemment. Merci pour la réponse. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai bien suivi toute l'explication, j'ai bien compris les enjeux. Moi, j'ai une question concernant la catégorie ouverte. Oui. Parce que actuellement, on fait beaucoup d'opérations en catégorie spécifique qui pourront être faites en catégorie ouverte à partir du 1er janvier avec des drones qui sont avec des drones de classe C1, C2 ou même C3. Enfin, moi, dans mon cas, c'est du M30 et du Mavic 3E, donc qui sont normés C2. D'accord. Est-ce qu'il va falloir continuer à garder le Manex? Moi, je pense notamment parce qu'on a fait des protocoles d'accord, notamment avec l'armée, où on nous demande de fournir le Manex. Donc, pour pouvoir, ces opérations, on va pouvoir continuer les faire en catégorie ouverte, je pense. Mais par contre, qu'en est-il du Manex? Alors, on va être très clair sur le sujet. Le Manex en catégorie ouverte, si vous n'exercez que en catégorie ouverte, vous n'en avez strictement aucune obligation. D'accord. Encore une fois, je reprends le vélo, le scooter de moins de 50 cm3. On n'a pas besoin de permis de conduire pour ça, donc on n'est pas obligé d'avoir ça. Pour les entreprises, c'est pareil. Si je prends les statuts d'une entreprise, on est obligé d'avoir des statuts dans une entreprise lorsqu'on est déclaré sous société à responsabilité ou autre. Par contre, on n'est absolument pas obligé d'avoir des statuts, et d'ailleurs personne n'en a quand on est en micro-entreprise. Mais on est exactement dans la même dans la même lignée. C'est-à-dire que si vous êtes dans la catégorie dite à moindre risque, ou à faible risque plutôt, pardon, en l'occurrence, donc dans la catégorie ouverte, ce sont les faibles risques, il n'y a absolument aucune obligation d'avoir un Manex. Donc si vous n'exercez que là-dedans, vous n'avez pas besoin d'un Manex et rien n'obligera un donneur d'ordre à exiger de votre part un Manex puisque ce n'est pas obligé. C'est un peu comme si quelqu'un demandait des statuts pour une micro-entreprise et exige des statuts pour une micro-entreprise. Donc ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'obligation. Maintenant, on va prendre le principe dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous êtes un exploitant qui, est aujourd'hui déjà enregistré, donc avant le 31/12 de ce mois-ci, et avant le 31 de ce mois-ci, pardon, et que derrière vous voulez continuer à exploiter les scénarios nationaux, il vous faudra quand même un Manex pour les scénarios nationaux. Donc là, par contre, effectivement, on est là-dessus. Mais encore une fois, si demain, d'aventure, vous décidez d'abandonner, et je profite de l'occasion pour rappeler que vous allez devoir faire un choix au 1er janvier, soit vous restez dans les scénarios nationaux, et vous pouvez utiliser bien évidemment les scénarios européens aussi, soit vous basculez définitivement dans les scénarios européens et vous ne pourrez plus revenir en arrière sur les scénarios nationaux. Donc à partir du moment où vous avez fait le choix d'être dans les scénarios européens et que vous allez n'utiliser que les scénarios, pour tout un tas de raisons, que des scénarios de la catégorie ouverte, vous n'avez absolument pas besoin, mais alors vraiment c'est inscrit dans les textes que ça n'est que pour les scénarios spécifiques, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un Manex. Maintenant, encore une fois, moi, pour mes clients, vous avez vu tout à l'heure, je travaille avec des grands donneurs d'ordre, donc pour mes clients, je leur conseille quand même d'avoir un Manex. Pourquoi? D'abord et d'un, parce que ça les garantit, au moins ça met une structure, et à partir de là, on va pouvoir rajouter les éléments en fonction de ce qu'ils ont besoin. Parce qu'au fur et à mesure, ils peuvent faire évoluer vers des machines en catégorie spécifique, pourquoi pas. Et deuxièmement, parce que derrière, le cadre juridique
tel qu'il va être défini, va permettre aussi de pouvoir contraindre les salariés, parce que là, quand on travaille avec des grands comptes, ce sont des salariés qui sont télépilotes exploitants dans le cadre de l'exploitation. Et à ce moment-là, ça garantit un cadre juridique et des limites. Et donc, ça permet aux gens de savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais encore une fois, je le répète, il n'y a aucune obligation d'avoir un Manex en catégorie ouverte. Thierry, juste un complément. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a des appréciations différentes de la part des gestionnaires et souvent des autorités militaires. Rien n'oblige aujourd'hui, par exemple, d'être professionnel pour voler pour avoir des autorisations. Certains exigent qu'on soit professionnel, pourquoi pas. D'autres exigent qu'on soit en catégorie spécifique, alors que là encore, on peut demander des autorisations en catégorie ouverte pour voler dans des zones particulières. Et d'autres, comme preuve qu'on vole en catégorie spécifique, demandent un Manex pour établir un protocole. C'est bien là le problème. Oui, d'accord, je comprends. Alors, on va résumer tout ceci. Un gestionnaire a le droit de vous accorder une dérogation pour voler sur son site à partir du moment où il estime que vous remplissez les cases que lui souhaite. Donc, à partir de là, s'il exige que vous ayez un Manex et que vous pouvez pas faire autrement que de vous plier, même si ce n'est pas conforme à la réglementation, il peut vous dire, moi, dans ce domaine-là, je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est un peu comme chez vous, si vous dites à quelqu'un, vous rentrez chez moi, mais vous enlevez vos chaussures. Si jamais vous dites, j'ai pas envie d'enlever mes chaussures, vous restez dehors, monsieur, il n'y a pas de problème. Donc, c'est exactement cette logique-là qu'il faut retenir. Par contre, il ne peut pas vous exiger d'avoir, un Manex si jamais vous êtes dans un espace public qui n'est pas géré par lui. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre le cas d'une proximité d'un aéroport, mais vous n'êtes pas dans le cadre sous sa gestion. Par contre, vous l'informez. On voit souvent le cas, par exemple, avec le CNOA, notamment avec les centrales nucléaires. Donc, on est proche d'eux, donc on les avertit quand même, on leur demande quand même des dérogations, bien qu'on n'en soit pas obligé, mais ça évite tous les problèmes. Si jamais ils vous exigent d'avoir un Manex et que vous êtes en catégorie ouverte, vous dites, moi, monsieur, j'en ai pas besoin, donc point barre. Donc, je vous ai averti par courtoisie. Maintenant, vous ne voulez pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. En attendant, moi, je suis dans le droit. Alors, il faudra être un peu plus diplomate, bien évidemment. C'est mieux, effectivement. Oui, j'ai tendance à être très direct. Monsieur Durmand. Oui. Je rigole sur la question de la diplomatie. Le sont-ils avec nous? Non. No comment, désolé. Non, mais malheureusement, si eux ne le sont pas, nous, on ne peut pas nous permettre de ne pas l'être. Voilà. C'est quand même eux qui ont la décision. Je me permettais de revenir pour être extrêmement pragmatique sur le plan du Manex que vous nous avez présenté, du moins, non pas que vous nous avez présenté, mais que l'institution nous présente. J'ai vu qu'en chapitre 4, on a les procédures normales, blablabla. En chapitre 5, on a les procédures d'intervention, blablabla, à l'identique de celles qu'on trouve dans le chapitre 4. Et ensuite, on a les procédures d'urgence. Oui. J'ai du mal à me projeter sur cette notion de procédure normale. Je suis d'accord, ce sont toutes nos procédures opérationnelles au quotidien, entre guillemets. C'est ça. Je comprends complètement les procédures d'urgence et j'ai du mal à me projeter sur ce que sont les procédures d'intervention. Pouvez-vous revenir sur ce point? Alors, oui, alors les procédures d'intervention, c'est tout ce que vous allez mettre en place au moment de l'intervention de votre mission. C'est-à-dire que aussi bien les briefings d'avant-vol, les mesures de vérification de votre matériel, les analyses de sécurité que vous allez faire avant le décollage, les vérifications que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos télépilotes pour qu'ils soient en conformité, etc. Donc, c'est toutes les procédures qui vont vous permettre d'effectuer votre mission. Voilà. Les procédures normales, elles sont liées au vol, d'accord? Les procédures d'urgence, elles sont liées en cas d'accident ou d'incident ou de proximité d'autres usagers de l'air. Par contre, les procédures d'intervention, c'est toutes les autres interventions que vous allez avoir. Désolé, j'ai pas suivi. Moi, j'arrive pas à faire la différence. Toutes les checklists courantes et quotidiennes en procédure normale. Alors, c'est pas une obligation qu'elles soient en procédure normale. Les procédures normales, vous allez juste décrire qu'est-ce qu'un vol normal, quoi. Qu'est-ce qu'une mission normale. Voilà. Dans lequel il y a toutes les checklists quotidiennes. Voilà. Dans ces conditions, vous avez vous avez scindé, vous avez fait une concaténation entre les procédures normales et les procédures d'intervention. D'accord. Par exemple, dans les procédures d'intervention, vous allez dire est-ce que quelqu'un d'extérieur a le droit de rentrer dans la zone d'exclusion des tiers?
Elle peut être habilitée, donc auquel cas elle a le droit. Si elle n'est pas, si elle n'est pas habilitée, il ne faut pas qu'elle rentre. Alors, ok, j'aime bien à chaque fois vous revenez sur des expériences de terrain, c'est très bien et c'est très parlant. Justement, c'est ce que j'allais vous demander de nous trouver un exemple. Pour moi, le fait que quelqu'un rentre dans la zone d'exclusion des tiers, c'est une procédure d'urgence. C'est pas forcément une procédure d'urgence parce que la personne peut être habilitée à rentrer. Waouh, d'accord. Si jamais vous avez quelqu'un qui doit intervenir, par exemple, qui doit revenir voir parce qu'elle doit vous rapporter, je sais pas, des batteries ou des choses comme ça parce que vous êtes dans un flux et vous ne pouvez pas faire autrement, vous l'avez habilitée à rentrer, elle est autorisée, elle connaît les risques, elle a la connaissance de la totalité des procédures pour pouvoir rentrer dans la zone d'exclusion. Donc elle vous a averti, vous êtes au courant qu'elle va arriver, vous savez qu'elle va arriver par derrière ou sur le côté et que vous n'êtes pas obligé de la voir forcément. Donc c'est tout ça que vous allez décrire. Mais dans ce cas, c'est une procédure normale, ça n'a rien d'exceptionnel. Oui, c'est une procédure. C'est ce que je vous dis. On ne peut avoir la concaténation de la procédure normale et la procédure d'intervention. D'accord, ok. Donc ok. On peut se permettre et la DGAC ou les instances quand elles vont regarder nos manexes dans le cadre, par exemple, de la globalité des dossiers quand on dépose une SORA ou une demande d'autorisation en vol spécifique. Ils vont pas venir nous chercher des poux quand on aura concaténé la procédure normale et la procédure d'intervention. Autrement dit, on passe directement du 4 procédures normales à 6 procédures d'urgence qui deviendra 5. Oui, tout à fait. Non. Alors, encore une fois, vous ne déposez pas votre MANEX auprès de la DESAC, d'accord, ni à l'EASA d'ailleurs. Donc, c'est votre document, il vous appartient, vous l'avez écrit comme il en est, et en cas de contrôle, on va vous demander, on va venir vérifier si tel point que l'on veut vérifier, par exemple, vous avez un contrôle sur place, vous avez des forces de l'ordre, elle vous demande votre MANEX parce que vous êtes assujetti au MANEX, pas de problème, et elle va regarder donc tout simplement si tel point est conforme. Elle a vu quelqu'un rentrer, par exemple, dans votre zone d'exclusion des tiers, et si dans vos procédures normales, vous avez concaténé avec la procédure d'intervention et qu'il n'y a aucun problème, ça posera aucun problème là-dessus. Donc voilà. Par contre, si jamais vous n'avez pas prévu les cas d'usage et que vous vous retrouvez devant le juge parce que vous avez été mis en accusation ou mis en cause et que vous êtes mis donc devant un magistrat, si ça y est pas, là vous allez avoir des difficultés. Ok. Georges, j'ai vu que tu avais levé la main, tu veux intervenir peut-être? Georges, tu voulais rajouter quelque chose? Et les deux restes de tout à l'heure. Il y a juste, je voulais juste faire une remarque, c'est que dans le modèle de MANEX de l'EASA en anglais, je retrouve vaste de procédures d'intervention. Pour eux, il y a les normales procédures, les contingency procédures et les ground race buffer. C'est-à-dire, eux, ils calquent ça sur les différentes zones, la zone d'opération normale, la zone d'opération d'urgence. Je ne sais pas si c'est pas par là ce que tu appelles procédure d'intervention, puisque lorsqu'on entre en zone d'urgence, en contingency zone, c'est là qu'on doit essayer de revenir à une situation normale. Donc c'est ça que tu appelles intervention. Et si on y arrive, on doit déclencher la fin du vol. Voilà. Alors ça rentre dans le domaine, par exemple, de ce qu'on nous demande dans le cadre des PDRA et des SORA, voire des LUC. C'est effectivement tout ce qui rentre en zone de contingence. C'est-à-dire que dans la zone de contingence, on a une procédure que l'on doit faire. Donc, soit on atterrit, parce qu'on est rentré dans cette zone-là alors qu'on n'aurait pas dû se trouver là. Il peut y avoir eu un coup de vent qui nous a amené là, ou le drone n'a pas répondu momentanément. Il y a eu une perte de liaison C2 momentanée, ce qui fait que derrière le drone s'est déplacé de la zone d'évolution normale de la mission. Et à ce moment-là, il y a un ensemble de procédures que l'on va avoir, donc notamment les procédures d'intervention font partie de ces procédures-là. Dire, voilà, je pose, ou alors je fais un retour à RTH. Mais en aucun cas, de toute façon, je dois décrire là-dedans le fait de continuer la procédure de la mission. Par exemple, on avait dans des, pour des vols de carrière, par exemple, pour de la photogrammétrie en carrière, souvent avec des ailes volantes, on avait certaines ailes qui avaient tendance à perdre la liaison. Et donc, il y avait un délai qui était mis dedans, et ce délai pouvait être relativement long, parce qu'il pouvait être à plusieurs minutes. Et sur ce délai, disait que si jamais il avait perdu la liaison pendant un certain laps de temps, il revenait tout simplement. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, dans le cadre de
des MANEX aujourd'hui, on doit pouvoir définir que si jamais le drone est sorti de cette zone-là, dans la zone d'évolution normale, et qu'on se retrouve dans la zone de contingence, voire éventuellement même carrément dans la zone adjacente, etc., donc on peut aller très loin, à ce moment-là, on doit ou poser ou revenir, mais en tous les cas, ne pas continuer la mission. Ok, on est d'accord. Donc, c'est bien, on essaie de revenir à des conditions normales. Et si on n'y arrive pas, qu'il y a un risque de sortir de la zone de contingence, on termine le vol de manière à ce qu'il se termine dans la zone du risque, du buffer de risque. Buffer risque, ouais, c'est ça. Tout à fait, dans un buffer risque. Et voir après, éventuellement, la zone adjacente, puisque maintenant, on rentre dans la SORA 2.5 qui nous rajoute des définitions particulières sur la zone adjacente. Mais encore une fois, juste pour dire, attention, on ne reprend pas une mission dès qu'on est rentré dans la zone de contingence. Donc ça, il faut bien l'assimiler. C'est du moment où je suis sorti de ma zone d'évolution normale de vol, en tenant compte de tous les critères et tous les paramètres qui vont être associés, c'est-à-dire avec l'erreur systématique, l'erreur technique, etc. La zone de vol doit comprendre la totalité de l'enveloppe de vol. D'accord ? Alors, Monsieur Durlement. Je suis désolé, on va finir par croire que je monopolise la parole, mais mon micro fonctionne. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je vais essayer de voir pourquoi les autres micros ne fonctionnent pas. Je me permettrai pas de… Non, bon, bref. Oui, une question purement pragmatique. Au début, vous avez présenté une liste des textes de loi à suivre. Est-ce qu'on peut se permettre de vous demander soit de nous la représenter à l'écran pour qu'on en fasse des empreintes d'écran, soit que vous nous la fassiez parvenir préciser la question, parce que j'ai peut-être pas vraiment compris. Au début, qui est donc à l'origine de votre MANEX, il y avait la liste de tous les textes de loi que vous suivez. D'accord, donc je vais revenir dessus. C'était sur le MANEX, c'était pas sur la présentation. Voilà. Dans les premières pages. Voilà, donc c'est tous ces textes de loi-là. D'accord. Voilà. Donc aucun problème, vous me les demandez, je vous en ferai, je vous les ferai parvenir. De toute façon, j'ai rien inventé, ce sont les textes de loi qui sont demandés. Donc, ouais, mais au moins ils sont synthétisés et c'est vraiment très intéressant. Donc je me permettrai de vous envoyer un mail dans ce sens. Merci par avance. Volontiers, sans aucun problème. Merci. Oui. Alors, Pierre de Drony. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien sûr. C'est tout bon. Impeccable. Oui, j'ai vu la question tout à l'heure dans les conversations, elle était plutôt intéressante sur le fait d'avoir l'obligation de passer sur le nouveau format du MANEX à partir du 1er janvier, en comptant que pour quelqu'un qui ne fera pas de STS, qui va continuer le S1, S2, S3, est-ce qu'il a l'obligation concrètement à partir du 1er janvier de changer son format de MANEX et de passer sur le nouveau, ou est-ce qu'il peut continuer, comme je pense pour le coup, jusqu'à fin 2025 avec le canevas qui nous est fourni actuellement par la DSAC? Alors, à partir du moment, alors je vais faire une réponse qui est hypothétique parce que je n'ai pas la réponse exacte à ceci. Il faudrait demander plus ample définition à la DSAC. Mais à mon sens, quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans les scénarios nationaux et qui va continuer à travailler sur les scénarios nationaux uniquement. Donc, on est bien là-dessus. En France, mon avis, le MANEX qu'il a, s'il est conforme à la réglementation, il n'y a aucun problème. Après, le canevas qui est à l'heure actuelle en place sur le site de la DSAC n'existera plus. Donc celui-ci va disparaître au 1er janvier. Donc autant passer rapidement sur le MANEX européen pour si jamais derrière il y a une volonté de passer sur les scénarios spécifiques européens. Mais aujourd'hui, en l'état, aujourd'hui, du moment où le MANEX est conforme, alors encore une fois, je mets des bémols là-dessus, je n'ai pas la réponse exacte à cette question, mais encore une fois, à partir du moment où on respecte les critères des scénarios nationaux, puisqu'on veut travailler qu'en scénarios nationaux, et que l'on rencontre les critères exigés minima de structure de la Convention européenne, il n'y a aucun problème, je veux dire, ça passera bien. Il faudra juste vérifier. Il faut pas qu'il y ait des textes qui fassent référence des renvois qui fassent référence à nos textes nationaux uniquement. Oui, par exemple, c'est mentionné les arrêtés de 2020, mais aussi les textes de 2019, 947, etc. C'est ça, 945, 947, etc. C'est ça. Tout à fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est réellement pertinent de se concentrer sur ce nouveau format pour quelqu'un qui prévoit de faire du STS, PDRA ou SORA sur l'année qui vient. Et c'était le débat d'hier par rapport au fait justement d'inclure les éléments de la catégorie ouverte dans ce MANEX français. Encore dans le MANEX européen, je trouve ça assez pertinent. Quelqu'un qui ferait du STS et du A1, A2, A3
bon, bah, ça permet d'avoir un document, comme tu l'expliquais, qui encadre bien l'ensemble. C'est vrai que sur le côté Manex S1, S2, S3 et venir ajouter les activités 1, 2, A3 sur une personne seule qui a toutes les responsabilités, bah, comme tu disais, il y a peu d'intérêt sur une structure avec plusieurs intervenants et un partage de responsabilités. Là, c'est clair que ça peut se comprendre, en tout cas qu'il y ait une mise à jour du Manex actuel en rajoutant les catégories, enfin la catégorie verte dedans, quoi. Je tiens juste à te préciser que j'ai eu beaucoup de réclamations sur la notion de Twingo et de bus. Juste pour... Mais j'aimais bien ma petite analogie. Je prends souvent l'analogie avec les. Je nous compare souvent centre de formation avec les auto-écoles, parce qu'il y a pas mal de points communs. Donc c'est pour ça que le côté Twingo et bus me plaisait bien dans l'idée. Ok, du qui peut le plus, peut le moins, mais pour quelqu'un qui est, c'est vrai que tout seul, qui a ses propres, enfin qui gère ses responsabilités autant d'exploitant que de télépilote, partir sur voilà un nouveau canevas de Manex européen, mettre à jour son Manex S1, S2, S3, partir sur ce nouveau canevas qui est encore pour l'instant voilà, on a quand même quelques guides, quelques infos pour le compléter, mais ça reste surtout pertinent pour le STS. Et comme on sait que bah, pour l'instant les STS sont pas sortis, qu'on n'a pas les drones, qu'on n'a pas les pilotes, qu'on n'a pas les formateurs, c'est un peu compliqué encore de se projeter là-dessus. On va juste faire un petit bémol là-dessus. Les formateurs européens, eux, ils existent. C'est uniquement en France qu'on ne les a pas pour l'instant. Et les drones arrivent aujourd'hui, puisqu'on peut déjà faire des formations au STS 02, puisque un drone C6 existe. Et les prochains C5 arrivent d'ici, on va dire, moins d'un mois. J'ai l'information de certains qui ont déjà déposé des dossiers ou qui sont en train de déposer des dossiers. Et donc, ils devraient arriver là à terme, sous réserve de l'acceptation de la part de la DSAC, puisque les C5 et les C6 sont des déclaratifs. Et à partir du moment où la DSAC considère qu'ils sont conformes à la demande, il n'y aura pas de souci. Donc ça devrait se décanter un peu, quoi. Voilà. Et encore une fois, si vous avez passé vos attestations de formation aussi bien théoriques pour le STS et la pratique avec des personnes qui vous auraient formé pour l'instant sur le C6, parce que les C5, il n'y en a pas encore, mais dès que vous aurez été formé sur un C5, vous pouvez présenter à la DSAC en tant que formateur C5 sans aucun problème, pour autant que vous ayez le drone, les compétences et le STS. Oui, pour l'instant, sur ce point de vue-là, je t'avoue que je les ai contactés il y a déjà 3 semaines, un mois pour avoir on avait parlé la dernière fois de la reconnaissance pour les formateurs. Pour l'instant, ça reste alors, sans réponse à l'heure actuelle. Alors, j'ai donc verbalement la déclaration de Nicolas Marcoux à cette époque-là, qui disait qu'il serait donc envisagé de reconnaître dans un premier temps, dans les premiers 6 mois, donc de reconnaître les personnes ayant des compétences avérées de télépilotage pratique pour démontrer leur capacité à pouvoir former sur des STS, sur des machines STS bien sûr, donc on est bien d'accord. Oui, faut pas oublier juste un bémol, on a des écrits publiés sur le site du ministère qui était la FAQ sur la transition qui date maintenant de 2 ans, dans lequel Nicolas Marcoux déclarait aussi qu'il faisait tout ce qu'il fallait en gros pour que le CAT puisse être converti en CATS. Oui, mais là, le problème, c'est que c'est pas lui qui le c'est pour décidé. Là, il y est pour rien. Donc, je veux dire, mais par contre, rien dans les textes aujourd'hui européens n'interdit. Encore une fois, le problème, comme je l'avais signalé, ça a été repris, et je suis très content que ça ait été repris dans ces termes-là, on parle du syndrome de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'on veut bien qu'il y ait des personnes qui soient formées pour former d'autres personnes, mais encore faut-il me démontrer qui est formé en premier. Donc, et là, pour l'instant, personne n'est capable de le dire. Alors, effectivement, à l'étranger, ils ont statué sur le fond, donc ils ont dit, OK, nous, on aura la possibilité de former directement. Mais encore une fois, je veux dire, c'est pas pour mettre en défaut ou en péril qui que ce soit, c'est simplement pour dire, ça a été dit. Donc maintenant, qu'on me dise pas, ça n'a pas été dit. Après, si on m'a dit, OK, on l'a dit, mais malheureusement, on peut pas le faire, c'est différent, ça je l'accepte. Alors, en attendant, j'ai Hervé, Yann François. Donc, oui, je reviens. J'ai une deuxième question qui m'est venue quand vous avez parlé de formation. Moi, je reviens sur Je reviens. Vous m'entendez ? Oui.
Je reviens sur ma catégorie ouverte, où ça nécessite maintenant que de l'auto-formation. Alors, je dis que parce qu'on peut aussi faire de la formation en centre. Bien sûr, rien d'interdit. Ouais. Maintenant, quand on déclare sur Alpha Tango, est-ce qu'il faut continuer à se déclarer en tant qu'organisme de formation ou non? Ou il faut qu'on décoche cette case si je pars sur de la catégorie ouverte? Alors, c'est une très bonne question à laquelle j'ai pas moi la réponse. Pourquoi? Parce que est-ce que le fait d'être un organisme de formation nécessite d'avoir un MANEX? Puisque de toute façon, on doit se déclarer suivant les scénarios spécifiques pour pouvoir faire de la formation spécifique. Maintenant, si on veut faire que de la formation sur du A1, A2, A3, j'ai tendance à dire que puisque le MANEX n'est pas obligatoire et si on ne se borne qu'à faire que ça, comme il n'y a aucune obligation dans la formation et que chaque fois je prends mes charcutiers à témoin, les pauvres, mais je veux dire, un charcutier pourrait très bien être un formateur de télépilote de drone sans avoir aucune compétence, puisque c'est comme ça que c'est voulu par la DESAC et par l'IASA. Je précise que c'est pas que la DESAC. Donc à partir du moment où un mécanicien, un boulanger, un charcutier peut se déclarer centre de formation sans qu'on lui demande plus de compétences, j'ai tendance à dire pas de MANEX. Ok, parce que je précise dans les catégories ouvertes, je précise. Ouais, moi je précise, c'était pour de la formation en interne. Alors la formation en interne n'a rien à voir. Attention. Alors là, je vais peut-être revenir sur mon ami Georges Blagnan, qui lui connaît très bien le monde salarial et les formations certainement en interne. Mais dans la formation en interne, on échappe totalement à la réglementation sur le droit de la formation. Là, on rentre dans le cadre du droit du travail. Georges, tu confirmes ou... Oui, là, c'est considéré dans une entreprise, c'est considéré comme une formation technique, un outil de travail qui est utilisé par l'entreprise et il n'y a pas de réglementation particulière. Jusqu'à présent, on pouvait faire de la formation pratique du CATT, la partie formation pratique, on pouvait la disposer en interne par un télépilote formateur. Mais c'est toujours le cas. Ça c'est toujours le cas. Ça ne change pas avec la réglementation européenne. Ça n'a rien à voir, ça. Dès lors que tu étais déclaré dans ton MANEX que tu faisais de la formation, qu'elle soit interne ou externe, ça ne regarde personne. C'est ça. Déjà. C'est ça. Qui peut le plus, peut le moins. Si tu t'es déclaré pour en faire en externe, il n'y a aucun inconvénient à faire en interne. Par contre, pour en faire en interne, à mon avis, il n'y a aucun besoin de se déclarer, surtout pour faire la formation interne en catégorie ouverte. Voilà, c'est ça. Alors, en catégorie ouverte, il n'y a absolument aucune obligation là-dedans, puisque de toute façon, ça ne relève pas du MANEX. La seule chose que je dis, c'est peut-être que en France, on va peut-être ajouter une couche obligation de MANEX pour les formations, quelles qu'elles soient, parce que effectivement, comme sur Alpha Tango, on déclare est-ce qu'on est organisme de formation ou pas. Mais encore une fois, je dirais que, et je rappelle aussi que les formations des exploitants, les formations internes des exploitants peuvent être ouvertes à toute personne externe sans que cela pose de problème. On n'est pas obligé de passer par un centre de formation, on est obligé de passer par quelqu'un qui a déclaré qu'il ait effectué des formations. Alors souvent on me dit oui mais c'est pareil, je suis centre de formation parce que je suis déclaré. Non, je veux dire moi par exemple, mon activité avant que je crée un centre de formation, je formais des télépilotes externes tout en étant simplement Aéropixie de base. Donc ça me posait aucun problème et ça ne posait aucun problème non plus à la DESAC. Ouais, juste un petit bémol peut-être, pour avoir eu un débat avec Romain là, au sujet des formations justement, je dis comme alternative, plutôt que dans la future modification de l'arrêté espace, plutôt que d'exiger que ce soit pour des besoins professionnels, pourquoi pas mettre une formation supplémentaire, complémentaire française pour ceux qui voudraient voler au-dessus de l'espace public en zone peuplée. Et là-dessus, il m'a dit, attention, parce qu'on ne peut rien rajouter. Les pays de l'Union ne peuvent rien rajouter au règlement, ne peuvent pas rajouter d'obligations supplémentaires à ce qui est déjà dans le règlement, en dehors des domaines qui restent du droit national, comme la sûreté. C'est ça, c'est pour ça qu'on a l'arrêté qui relève que de la sûreté. Et voilà, donc là, dire on va proposer qu'il y ait une formation supplémentaire en France, ça me paraît compliqué. Enfin, qu'il y ait une obligation d'inscrire dans le MANEX des formations catégorie ouverte, ça me paraît compliqué parce qu'il n'y a pas cette obligation il me semble, dans le règlement européen.
Non, alors la subtilité, elle viendrait pas là. Comment dire, il est marqué noir sur blanc que chaque exploitant a la liberté de rajouter des éléments dans son Manex tel qu'il le souhaite, pour autant qu'il n'amoindrisse pas le Manex. Donc, il peut être très bien dit, par exemple, dans le cadre de la sûreté, de dire que on oblige les personnes qui veulent faire de la formation de l'inscrire dans un Manex, et donc qui obligerait de facto à ce qu'un exploitant qui fasse de la formation soit obligé d'avoir un Manex. Mais c'est la seule subtilité qu'il puisse y avoir. On va peut-être pas trop leur surfler pour pas qu'ils viennent nous casser les pieds avec ça, mais en tous les cas, à l'heure actuelle, non, il n'y a pas d'obligation. Ok. De toute façon, je vais donner juste un avis totalement personnel, puisque tout à l'heure, quelqu'un s'est permis d'en donner un aussi. Je ne cause personne autour dans ce webinaire, hein, mais je pense que parfois, il vaut peut-être mieux une auto-formation sérieuse par quelqu'un qui est sérieux et qui regarde bien ce qu'il doit apprendre, que des formations dispensées par des organismes ou des exploitants qui sont peut-être pas très au fait de tout ce qu'ils doivent faire. Voilà. Mais c'est un avis. Je te rejoins, et je pense que beaucoup rejoindront le même avis. Je tiens à préciser que moi je fais partie de ceux qui étaient déjà télépilotes avant la loi de 2018, et avant la loi de 2018, il y avait beaucoup de télépilotes qui étaient auto-formés, ce qui n'empêchait pas certains télépilotes, pour des raisons XY qui les regardaient, de se former au travers d'un centre de formation. Il existait déjà des centres de formation avant 2018, et des personnes qui, bien qu'ils n'avaient aucune obligation de se former à la pratique, allaient quand même apprendre la pratique. La théorie, à l'époque, il y avait Real Flight qui faisait et d'autres, Gligli et autres, qui proposaient des cours pour avoir l'ULM, le théorique ULM, mais il n'y avait absolument aucune obligation de passer par un centre de formation, et ça n'a pas fait ni des délinquants, ni des fous furieux. Donc, je dirais qu'on revient un peu à ce qu'on était avant 2018 sur le sujet. Maintenant, encore une fois, ça n'empêchera jamais les personnes formées de faire des bêtises. Hein. Je prends toujours le même exemple. Il y a eu un seul et unique accident en 10 ans qui a nécessité des ITT de plus de 3 jours, puisque c'est comme ça que ça se calcule. Il est français. Et il a été fait par alors dommage pour lui parce qu'à chaque fois ça lui tombe sur lui, le pauvre, mais il a été causé par un Français qui avait une formation de qualification S3 avec une formation à la clé. Donc, soit on en déduit, si on raisonnait par l'absurde, que les formations sont plus dangereuses que les auto-formations, puisque le seul accident a été fait par une personne formée. En centre. Thierry, si je peux me permettre d'ajouter un petit détail. Dans les nouveaux Manex, est-ce qu'il faudra tenir compte, hormis sans formation externe, mais par contre du maintien opérationnel des télépilotes internes, ce qui n'est pas du tout la même chose que la formation extérieure? Alors, c'est noté dans le Manex, c'est d'avoir un maintien de compétences. Et d'ailleurs, dans la loi en elle-même, il est prévu que tous les 5 ans, tous les télépilotes doivent repasser un maintien de compétences. C'est donc parce que jusqu'à maintenant, c'était une fois par an avec inscription dans le MAP et dans le Manex, avec observation de l'exploitant qui certifie que son télépilote est apte. Oui, et moi je le note dans mes Manex, effectivement, permettant de dire que toute personne, par exemple, après un arrêt de maladie par exemple de 1 mois ou 2 mois qui n'a pas télépiloté, ou toute personne qui pour quelque raison que ce soit n'a pas télépiloté, doit repasser une validation sous la responsabilité de l'exploitant. Même si l'exploitant n'est pas télépilote, c'est une notion de responsabilité. C'est surtout si l'exploitant n'est pas télépilote, parce que la responsabilité de l'exploitant diffère de celle du télépilote. Ah oui, c'est comme le CACES. Comme le CACES ou autre chose. C'est ça, c'est exactement la même chose. Donc Georges, Didier, c'est bon. Pierre ? Non, c'était juste pour dire, quand tu parlais des gens qui étaient formés avant 2018 et du fait que c'était pas obligatoire, là on voit bien les gens qui se renseignent actuellement pour faire leur formation voient sur les réseaux, voient en cherchant un peu que oui, la plupart de leurs activités vont basculer en catégorie verte et ne nécessitent pas de formation pratique dans un centre, et d'être accompagné, mais ça empêche pas que dès qu'on discute avec les gens qui nous contactent au téléphone, dès que les gens viennent se former, ils se rendent bien compte que tout seul, ça aurait été beaucoup plus compliqué, et il y aurait pas eu l'expérience et le transfert de compétences qu'ils peuvent obtenir dans un centre, et les gens sont prêts à payer, même s'il y a plus le CPF, même s'il y a plus les financements, surtout avec certaines entreprises où des patrons vont envoyer leurs employés se former. Pour eux, le côté obligatoire ou pas est moins important que le côté sécurité et maîtrise de la machine, maîtrise des sécurités, des procédures et tout ça. Donc oui, on voit que...
Pierre, tu me donnes l'occasion de peut-être de lever un doute me concernant. Je ne suis absolument pas contre les centres de formation, comme certains veulent le faire croire. Je suis tout à fait contre les exploitations qui ont été faites par certains centres de formation qui honteusement ont pillé les CPF de leurs stagiaires. Donc ça, par contre, je mets ça de côté. Par contre, pour ce qui est de la formation, j'invite tout le monde à aller voir des professionnels, qu'ils soient centres de formation ou exploitants, mais qui maîtrisent le concept de formation. Parce que la formation, c'est un transfert de savoir. Et donc, c'est pas parce qu'on sait télépiloter qu'on sait transmettre son savoir. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, la formation sera toujours plus intéressante que l'auto-formation, dans la mesure où l'auto-formation, on risque de prendre des mauvaises habitudes. C'est un peu comme la voiture. Hein. Si on veut apprendre à conduire tout seul, rien ne vous empêche sur un circuit, là où on n'est pas en espace public, d'apprendre à conduire avec Pierre-Paul ou Jacques qui sera à côté de vous. Vous prenez, le volant. Une fois que vous savez bien conduire, vous pouvez vous présenter en candidat libre devant devant un inspecteur. Mais vous avez peu de chances de réussir correctement du premier coup parce que vous allez prendre des mauvaises habitudes qui ne sont pas celles qui auraient été transmises par un formateur qui a les compétences requises pour le faire. Donc encore une fois, je fais le distinguo entre les centres de formation vertueux qui ont fait les choses correctement et puis encore une fois, je vais encore taper sur les charcutiers, les pauvres ils vont m'en vouloir à force, mais le charcutier du coin qui s'est autoproclamé centre de formation et qui est beaucoup plus dangereux lui parce qu'il a formé des gens qui ont cru en lui et ces personnes-là vont reproduire des erreurs et voire même être en infraction totale de la réglementation. Je vous passe certains sites vidéo sur YouTube, par exemple, sur lesquels on voit des âneries monstrueuses. Voilà. Mais je crois qu'il faut surtout expliquer aux gens que la formation concerne pratiquement pas la notion de pilotage en soi, mais plus tout l'environnement sécurité, l'environnement aéronautique et la connaissance du matériel et des machines. C'est tout ce qu'il y a autour du drone et pas que le pilotage. Le pilotage, aujourd'hui, on a des machines qui se pilotent toutes seules. Bon, ce qu'il faut qu'ils comprennent bien, c'est que c'est surtout tout ce qu'il y a autour qu'il faut appréhender et comprendre. Alors, je vais redonner aussi ce que je dis à tous les centres de formation que j'accompagne, puisque bon, j'en accompagne quand même quelques-uns, je les audite et je les aide à se développer. N'ayez pas peur de la nouvelle réglementation, bien au contraire, parce que en fait, changez simplement vos intitulés au lieu de parler de télépilote professionnel qui n'existe absolument pas ni d'un point de vue juridique ni d'un point de vue technique, mais tout simplement parler de métier. Demain, je vais prendre le photographe parce que ce sera le plus simple pour expliquer ça. Former des photographes, des gens qui vont vouloir être en reconversion, etc., avec une compétence de travail aérien ou de photographie aérienne. Et donc, le télépilote de drone, vous leur faites cadeau en quelque sorte. Ce sera la cerise sur le gâteau, mais vous leur avez appris à faire des photos. Vous leur avez pas appris à piloter. Vous avez juste appris à se servir de l'outil. Quand vous allez devenir, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, allez, admettons, je sais pas, pour faire dans de la climatisation, par exemple. C'est régi aussi par pas mal de règles, etc. À supposer que vous ayez besoin d'apprendre à vous servir des manifolds, vous n'allez pas avoir un brevet spécial manifold, vous allez avoir ensuite un brevet de technicien en frigoriste. Bon, c'est exactement la même chose. Le drone, c'est l'outil. La compétence, c'est de savoir le télépiloter, mais pas de savoir le faire décoller ou atterrir, c'est de savoir réagir en cas de situation de stress, de difficulté, de proximité de tiers, d'autres usagers ou quoi que ce soit. C'est ça ce qu'on vous enseigne, c'est à vous servir de l'outil. En aucun cas, on va vous enseigner à être un professionnel de la déclaration ou de la lecture de la carte OACI. Je veux dire, tous les pilotes savent lire une carte OACI. Ils ne sont pas forcément des pilotes professionnels parce qu'ils savent lire une carte OACI. C'est parce qu'ils ont appris à piloter dans un cadre commercial. Donc voilà, c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer. Et sincèrement, tous les centres de formation qui aujourd'hui ont la trouille, et je les comprends, de mourir par rapport à la définition de la disparition des STS et donc forcément, des scénarios standards nationaux et forcément des CPF qui étaient liés, ce que je peux comprendre, hein, c'est une manne qui est quand même importante. Transformez simplement votre entreprise en faisant des vraies formations métiers. Vous voulez faire des formations thermiques, par exemple, faire de la thermographie aérienne, pourquoi pas, c'est très intéressant. Mais mettez des thermiciens, des vrais thermiciens, des gens qui sont des professionnels de la captation thermique, et vous rajoutez la cerise sur le gâteau, le télépilotage de drone. Et là, vous allez voir, vous allez vous en sortir. Et je vous donne ce conseil-là, moi je l'applique dans mes centres de formation, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je vois qu'il y a encore des mains levées. Ce qui a été dit juste avant, je ne sais pas par qui, hein, trop souvent, beaucoup de gens résument la formation pratique à savoir piloter le drone. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma formation pratique, on a passé clairement beaucoup plus de temps à apprendre à préparer une mission, s'organiser, assurer la sécurité, etc., qu'à tirer sur un manche ou à le pousser à droite ou à gauche. Hein. Parce que ça, clairement, n'importe quel gamin qui joue à un jeu vidéo, il sait le faire. Hein.
Et d'ailleurs, je vais rajouter autre chose, s'il me permet, Georges. C'est tout simplement de dire que la formation pratique, elle est très mal enseignée. Parce que vous apprendre à faire du S2 en vous faisant faire juste un tour derrière un arbre, ou en vous apprenant à faire du S3 en vous faisant voler au-dessus du race campagne, au-dessus d'un champ, je suis désolé, c'est pas du tout les mêmes conditions de stress, etc. Moi, les centres de formation que j'apprécie, c'est ceux qui me disent, écoute, moi, tu viens voir avec mes stagiaires, quand on fait du S3, on va en S3, on a fait une déclaration S3 et on va directement en ville et on fait un vol en ville. Voilà. Donc ça, par contre, on est dans l'immersion réelle et les personnes ont un stress supplémentaire parce que voler en ville ou voler au-dessus d'un champ de blé, c'est quand même deux choses différentes. Bien, d'autres questions? Bon, on est un peu dérivé du Manex, mais en fait, ça en fait partie quand même. Donc je vois Monsieur Durlman, toujours pareil, non? Oui, tout à fait. Une question qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant, surtout tout à l'heure quand vous avez fait la petite présentation sur safety, security, dans le cadre d'audit qu'on a parfois à suivre de la part de certains de nos clients, on nous demande tout ce qui est SMS, Safety Management System. Ouais. Je ne vois pas apparaître de SMS dans le cadre du plan européen du MANEX. Non, c'est pas déterminé. Non. D'accord. C'est pas pour autant qu'il est à l'intérieur de cette fameuse partie security. Non. En fait, c'est à chacun de définir ses plans, en fait, et de le démontrer. Mais en tous les cas, c'est pas demandé. Il n'y a pas un canevas, il n'y a pas un modèle défini. D'accord. On a l'ERP qui est quelque chose de courant. Par contre, on n'a pas de SMS. Et là, je parle avec une conscience beaucoup plus aéronaute, beaucoup plus de pilote d'aviation embarqué. Et on ne retrouve pas le SMS. Ça me semble être quand même étonnant. Il n'est pas caché derrière un. Il faut comprendre que le MANEX, à l'heure actuelle, il est destiné effectivement à une catégorie spécifique ou éventuellement à tout ce qui est SORA ou PDRA, voire du LUC, voire des cross-borders. Donc, c'est là-dessus que l'on a ça. Mais on n'est pas encore dans le domaine certifié. Dans le domaine certifié, il y a 9 chances sur 10 pour que ça y soit. Il faut se rappeler que la partie ouverte, la catégorie ouverte, c'est les faibles risques. La catégorie spécifique, c'est les moindres risques. Donc, risque plus élevé que l'open, mais en tous les cas, moins que le certifié qui va arriver. Donc, on considère qu'il n'y a quand même pas autant de risques que ce qu'on voudrait nous le faire croire par certains. Il y a des risques, c'est vrai, il faut les prendre en conscience, mais je dirais avec des machines qui vont être, parce que la plupart du temps, quand on vole, je dirais en zone urbaine, puisque maintenant on ne parle pas d'agglomération qui était liée au code de la route, mais on parle de zone urbaine qui emploie, qui rajoute les zones commerciales, les zones artisanales, etc. Donc, quand on sera en zone urbaine, on a quand même des risques avec modérés. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec des machines qui vont être, si on est dans la catégorie ouverte, jusqu'à 4 kg, mais après, même jusqu'à 25 kg, il y a peu de chances qu'on fasse voler en centre-ville des machines de 25 kg. D'accord. Pour autant, on est bien d'accord que si on rajoute une partie SMS au sein de ce chapitre sécurité, on ne peut pas nous le reprocher. Absolument pas. Alors, je vais revenir peut-être sur ce que j'avais rajouté ici. Donc, on peut élaborer et mettre en œuvre des règles et des procédures spécifiques à son organisation. Donc, ça, c'est en toutes lettres dans les textes européens. D'accord ? D'accord. Superbe. Merci. Ça, il n'y a aucun problème. On peut rajouter ce que l'on veut, pour autant que l'on ne dégrade pas l'esprit de la loi européenne. C'est-à-dire que ce que je ne pourrais pas faire, c'est de dire que je m'affranchis, par exemple, de tout le chapitre sûreté, par exemple. Ça, je ne peux pas. Ok. Super, merci. C'est clair. Alors, Georges, tu as dû oublier peut-être de baisser la main, ou tu avais quelque chose encore à demander, peut-être, non ? Non, j'arrive pas à la baisser, alors je ne sais pas comment on fait. Alors, il faut recliquer sur la main, c'est tout. Il y a juste un truc, moi, puisque tu me demandes si j'avais quelque chose à dire, oui, il me vient quelque chose. Et de par mon ancien métier, je m'occupais de sécurité cyber, quelque chose qui me gêne un peu dans les exigences pour les drones de classe, c'est qu'à aucun moment on parle de robustesse de la liaison. De résistance aux attaques quelconque.
Alors, elle y est comment dire, la robustesse, hein, puisque en fait le lien C2 est défini dans la réglementation. Hein, donc la liaison Ouais. C2 est définie dans la réglementation. Donc, Je ne sais pas trop si c'est, j'ai pas trouvé de truc qui demandait ce qu'il soit protégé contre la malveillance. J'ai vu aucune exigence de chiffrement des liaisons, etc. par exemple. Ah non, dans le chiffrement des liaisons, non, ça c'est, je pense pas que, enfin, en tous les cas, je l'ai pas vu. Moi, je vais pas m'avancer sur le sujet, mais je pense pas l'avoir vu non plus. Donc, je suis en train de regarder en même temps parce que je crois qu'il y a eu des questions de posées auxquelles j'ai peut-être pas répondu. La liste des textes, donc ça, oui, ça s'était vu. Possible de retrouver. C'est pour ça que j'avais levé la main, parce que Fred d'Helico Micro tout à l'heure n'arrivait pas à parler. Finalement, il a posé sa question dans le chat, qui est plutôt intéressante et je pense peut parler à certains. Bah, j'essaye de voir donc où est-ce qu'est la question de Fred, parce que du coup je vois pas. Ça m'embête. Elle est à 15h16. Ah bon, je vais descendre, alors je remonterai après un peu plus loin. 15h16, donc 15h05, 15h07, 15h16, voilà. Sur Helico Micro. Alors, il me dit, voilà. Je pratique pas encore en scénarios nationaux et je n'ai pas encore mon CATT ni la formation, mais je désire pouvoir le faire en tant qu'exploitant et télépilote dans les 2 ans. J'ai compris que je dois m'inscrire en tant qu'exploitant avant la fin de ce mois. Est-ce que je peux donc m'inscrire sans déposer de MANEX complet, puisque je ne serai pas prêt, effectivement, ou est-ce que je peux le laisser en friche? D'accord. Alors, effectivement, une très bonne question là-dessus. Toute personne qui veut s'inscrire avant le 31-12 a l'obligation avant le 31-12 pour la partie spécifique, a l'obligation donc de le faire en tant qu'exploitant et de déclarer qu'il veut travailler suivant les scénarios nationaux. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, effectivement, qui dit catégorie spécifique pour travailler dans les scénarios nationaux demande MANEX. Or, le MANEX, il n'a d'utilité que si on l'exploite. Donc, rien n'empêche de mettre un numéro de MANEX en friche, hein, je reprends l'expression, donc je mets un numéro de MANEX en disant, ben voilà, moi j'ai un MANEX, c'est ce numéro-là, mais si on ne l'utilise pas et si jamais on ne travaille pas dans le cadre des domaines spécifiques, personne ne viendra demander la vérification du MANEX. Donc à partir de là, on est tranquille, on peut le laisser en friche. Par contre, ce qui est obligatoire pour pouvoir se déclarer dans les scénarios spécifiques, c'est d'avoir dans son MANEX supposé, mais en tous les cas sur Alpha Tango, des drones qui sont spécifiques aux scénarios nationaux. C'est-à-dire que si jamais je n'ai pas un drone qui est référencé, par exemple S2, et que je veuille faire du S2, le 1er janvier, je l'ai perdu si je ne l'ai pas marqué. D'accord ? Donc, il faut pouvoir déclarer les éléments cohérents. Par exemple, moi, j'ai rattrapé en dernière minute des personnes qui me disent « Ah, mais je suis déclaré en tant qu'exploitant, mais en exploitant de personne physique, non commercial, hein, donc c'était. Et il me dit, mais moi, j'ai mon CATT, j'ai mon attestation pratique, donc je vais pouvoir continuer. Mais je dis, oui, mais tu n'as déclaré aucun drone dans le domaine. Il me dit, c'est normal, j'utilise ceux de mon voisin ou je ne sais plus qui. Je dis, il faut les rentrer. S'ils ne sont pas rentrés, ça n'a aucune valeur. Donc, ce qui compte, c'est que les drones soient enregistrés. Le MANEX, on met un numéro. Et tant qu'on n'utilise pas ces drones-là dans les classes, dans les catégories des scénarios spécifiques nationaux, de toute façon, on a un numéro pour être en conformité, mais il n'est pas fait. Donc après, on l'écrira quand on en aura besoin. Mais attention, ne pas vous servir des scénarios spécifiques si jamais vous n'avez pas votre MANEX décrit. Hein. Parce que c'est vrai que souvent les gens font le mélange, et forcément c'est le même terme entre exploitant UAS qui vous donne le FRA et exploitant scénarios nationaux qui donne le ED qui est caché en haut de la deuxième page de la déclaration. Et c'est bien la déclaration spécifique S1S2S3 avec un drone et en ayant coché les scénarios en fonction des drones que vous avez qui vous donne le droit à ces 2 ans derrière. C'est ça. Le FRA, l'exploitant UAS tout seul ne sert à rien s'il n'y a pas une exploitation spécifique S1S2S3 qui a été déclarée avant le 31 décembre de cette année. Après, oui, mettre un numéro de MANEX provisoire et mettre le drone de quelqu'un d'autre dans la déclaration pour qu'il y ait un drone au moins S1, S3, mais s'il n'est pas S2, le S2 est perdu de toute façon et ne pourra pas être remis par la suite, même si vous mettez à jour le MANEX, vous ne pourrez pas de toute façon l'utiliser si ce n'est pas déclaré avant le 31 décembre de cette année. Tout à fait. Alors, je regarde là, je reprends les questions parce que là, on commence à avoir un peu de temps. Alors, donc, un exploitant peut former la pratique de cette. Alors,
la pratique de ces télépilotes et de soi-même sans être télépilote. Alors, malheureusement, oui, un exploitant peut former d'autres personnes même sans être télépilote, ça c'est vrai. Par contre, on n'a pas le droit de s'auto-décerner le statut pratique de vol. D'accord ? Il faut passer par un exploitant qui détient la qualification de formation et qui a couché sur le livret de progression les évolutions de l'exploitant. Donc d'ailleurs, ça aussi, c'est un trou dans la raquette parce qu'on demande à ce qu'un livret de progression soit rempli. Le livret de progression est à fournir à première demande aux stagiaires qui le demandent, mais rien n'oblige à dire que le télépilote est interdit de vol s'il a raté tous ses examens ou toutes ses démonstrations. Par exemple, je vais prendre un manche à balai qui est totalement incapable de télépiloter son drone, qui à chaque fois qu'il le fait décoller l'écrase. Il aura tout à zéro sur son livret de progression. Par contre, l'attestation de fin de formation justifie le fait qu'il a suivi. Et donc, du coup, ils peuvent télépiloter. Voilà. Donc, c'est encore un des trous de la raquette. C'est pour ça que je dis qu'il serait grand temps que la DESAC, voire l'EASA, nous fasse un programme de formation avec des vérifications et des formateurs qui soient au minimum, peut-être pas agréés, parce que je sais qu'ils ont peur de ça, mais au moins qu'on se base sur, pas forcément de la TO aéronautique, mais au moins un DTO, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, à savoir que pour les STS, pour le coup, quand on regarde le Manex et pour pouvoir faire la partie formation STS, il y a quand même une liste des formateurs qui dispenseront, enfin des télépilotes qui dispenseront les formations. On sent qu'il y a un peu plus, c'est un petit peu plus rigoureux sur cet aspect-là du point de vue des STS, quoi. Au niveau STS, on demandera quand même que le télépilote, il ait au minimum maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, qu'il ait au moins ses habilitations à pouvoir, non pas former, mais à pouvoir télépiloter. Donc quelqu'un qui ne serait pas STS et qui ne serait pas... là, il y a un chien... qui ne serait pas donc habilité, qui n'aurait pas ses compétences théoriques et pas ses compétences pratiques, ne pourra pas former personne. Voilà. Donc ça, c'est et on parle aussi de nouvelles choses. Alors j'en profite, ça sort un peu du cadre du Manex, mais bon, ça reste quand même un peu lié au Manex. On va avoir ce qu'on appelle l'indépendance de la formation, c'est-à-dire que celui qui forme ne peut pas être celui qui valide. D'accord ? Donc ça, c'est une nouveauté dans la réglementation européenne que l'on n'avait pas dans la réglementation nationale, et je trouve que ça, c'est bien. Maintenant, on va voir de quelle manière ça va être mis en place par les centres de formation, mais celui qui forme ne peut pas être celui qui atteste de la compétence du télépilote. Oui, ce qui veut dire qu'on change complètement de portage, puisque comme tu le rappelais avant, il suffisait d'une attestation de suivi de formation. Là, ça veut dire qu'il faudra avoir une validation de la formation. C'est ça, il faudra que le livret de progression soit validé cette fois-ci. Ok. Puisqu'on parle même d'une attestation de... Ça, c'est plus le terme livret de progression d'ailleurs, c'est un rapport d'évaluation des compétences ou quelque chose comme ça. J'ai plus le terme exact en tête, mais on est sur quelque chose qui est quand même plus poussé, même sur l'expertise des formateurs en dehors du STS. Il faut décrire les compétences pratiques, l'ancienneté des télépilotes, etc. Donc on sent qu'il y a quand même eu sur cet aspect qui est du coup avec des risques plus élevés, il y a quand même eu une augmentation du niveau des formateurs, du niveau minimum des formateurs. Et c'est vrai que bon, pour la catégorie, on se retrouve comme il n'y a plus vraiment de différence entre l'auto-formation et la formation qui a été délivrée, où c'était juste la personne a bien suivi, mais sans avoir de validation réelle des compétences, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est pas plus mal que ça ait un peu corsé le système. Parce qu'encore une fois, je veux dire que la véritable sécurité, puisque si on doit parler de sécurité, ça passe d'abord par la compétence de ceux qui transmettent le savoir. Parce que bon, être formé par un manche à balai, ça veut dire que derrière, le gars, il sera aussi un manche à balai, le pauvre. Et ce sera pas forcément de sa faute. Alors que si jamais on a un formateur qui est conscient des risques, qui fait attention à ce qu'il fait, qui transmet un savoir, qui fait attention à son stagiaire de manière à le former correctement, je pense qu'on a toutes les chances d'avoir des très bons exploitants et des très bons télépilotes à l'arrivée. Ouais, mais c'est bien pour ça que ça m'interpelle un petit peu d'avoir des catégories open qui risquent d'être autorisées à faire de l'agglo et de la prestation professionnelle sans aucune formation préalable. Enfin, quand je dis formation, sans aucune compétence environnementale de leur activité. Oui, alors je suis d'accord, mais on va revenir un peu sur le concept aussi d'avant 2018, puisque tu en faisais partie aussi. Donc, c'est quand même quelqu'un qui veut travailler professionnellement.
il va avoir conscience quand même des risques qu'il va prendre. Donc je pense que, je peux me tromper, mais quelqu'un qui veut faire un boulot cohérent de manière professionnelle, ça ne le dérangera pas d'aller suivre une formation parce que, je veux dire, on va avoir les mêmes problèmes sans quoi on va retrouver avec quelqu'un qui veut se lancer dans une entreprise sans avoir les notions de gestion ou de management d'une entreprise. Il y a peu de chances qu'ils réussissent bien longtemps dans le concept. Moi, j'ai vu des personnes qui, même étant formées, avaient la trouille d'aller voler dans des centres-villes très fortement densément peuplés, avec des conditions assez délicates, etc. Et puis, parce qu'ils avaient conscience du risque. Maintenant, il y aura toujours des fêlés qui n'auront pas conscience du risque, qu'ils soient formés ou pas. Donc, non, mais je suis d'accord avec toi, mais quand je vois sur les forums des questions posées aujourd'hui, je veux faire de l'activité d'inspection de toiture, j'ai un Mini 3 Pro, est-ce que vous croyez que c'est faisable? Déjà, on parle que le Mini 3 Pro, c'est un drone jouet. Ça me fait sourire. Les mecs, il achète un drone jouet, il veut faire une activité professionnelle avec. À un moment donné, ça me... ça malheureusement, c'est sujet à discussion, hein, parce que c'est une question aussi de l'usage final. Moi, je peux prendre l'exemple, j'en ai eu un la semaine dernière en formation, qui est cordiste, qui fait donc du travail en hauteur et qui va faire des inspections avec l'inspection visuelle avant de décider si c'est pertinent de faire monter les gars sur le toit. Le Mini 3 Pro dans une situation donc en C0, dans une situation en agglomération, sera un danger moins important que quelqu'un qui va se dire professionnel avec un drone de 4 kg et qui va avoir eu sa formation. Donc le rapport au danger et le rapport à la finalité du besoin, je pense, va être vraiment ça qui fera la différence, formé ou pas formé. La personne, en l'occurrence, il a un Mini. Il est quand même venu se former puisqu'il sait les risques que ça peut générer. Il veut pouvoir être conscient réellement de tous les éléments que ça implique. Et pourtant, il aurait pu se dire, c'est un jouet de 250 grammes et c'est pas forcément nécessaire. Alors, ce que je voudrais dire moi là-dessus, c'est que en fait, peu importe en fait le matériel qu'on a. Quand on est professionnel, on sait servir de tout le matériel. Je me rappelle d'un jour d'un photographe professionnel très connu qui disait que c'était pas l'appareil photo qui faisait le photographe. Donc, on peut très bien avoir un smartphone et faire des très belles photos et avoir un matériel de fou furieux et rater ses photos. Donc, c'est pas le drone moi, qui me fait sourire. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est que la formation elle soit en adéquation avec le métier et les risques liés au métier par rapport au drone. Et ça, c'est là où je m'attacherai le plus. Peu m'importe de savoir. Alors, c'est vrai que on peut se dire que faire une inspection de toiture avec un Mini, sauf si c'est faire de la reconnaissance avant d'envoyer la grosse cavalerie, ça peut s'entendre. Maintenant, c'est vrai que s'il veut faire un métier à partir d'un Mini 3 Pro, il y a peu de chances qu'il aille très très loin dans le boulot. Et puis, il aura peu de chances de trouver aussi des clients. Moi, je fais deux remarques. La première, je peux comprendre que certains qualifient le Mini 3 Pro de jouet. Il y a juste une remarque. Il ne correspond pas à la définition du règlement européen d'un jouet. Non, on est d'accord. On est d'accord. Sur la définition européenne, c'est pour qu'il soit joué, il faut qu'il soit à moins de 250 grammes, qu'il n'ait pas de caméra et pas de moyen de captation de données. Et qu'il soit autorisé à au moins de 14 ans. Donc, dès qu'il y a 14 plus, ce n'est plus un jouet. Du point de vue. Sur la définition réglementaire, tu as entièrement raison, Georges. Merci pour la remarque, parce que la notion de jouet, c'est ceux qui viennent d'en parler qui l'ont défini en tant que tel. Il y a pas d'opérateur aujourd'hui qui, justement, par la simplicité d'usage du Mini 3 Pro et son futur Mini 4 Pro actuellement sur le marché, l'utilise d'une façon extrêmement sérieuse, parfois dans une gamme de drones très complète, et parfois beaucoup plus complète que ceux qui ont uniquement un Phantom, un Mavic 2, etc. Et le Mini 4 ou 3 Pro remplit de nombreux besoins et n'est pas du tout un jouet, sauf pour ceux qui le considèrent et le minimisent comme étant un jouet parce que ça les protège de leur grosse machine. Après, l'autre remarque que je voulais faire, c'est que quand même, à un moment donné, il faut bien accepter le fait que catégorie ouverte, catégorie spécifique, catégorie certifiée, ça a été qualifié en fonction du niveau de risque. Donc, est-ce que le niveau de risque est plus élevé qu'on soit en zone peuplée ou hors zone peuplée? En cas d'accident, le risque est le même. Il y a peut-être plus de risques d'accident parce qu'il y a plus de monde en zone peuplée qu'en zone non peuplée, mais finalement, un C0 lancé à pleine vitesse, puisqu'il est limité à 19 mètres secondes, c'est 45 joules d'énergie à l'impact. C'est pas énorme.
Un C1 lancé à la même vitesse, c'est 162 joules. Alors, c'est 4 fois plus, mais c'est pas encore dramatique. C'est encore acceptable. Là où ça devient un peu compliqué, c'est avec un C2, parce qu'un C2, si on est à 10 mètres secondes, sachant qu'il n'est pas limité, un C2, en vitesse, on est déjà à 722 joules. Donc là, ça commence à devenir effectivement un problème. Après, en France, dans sa grande sagesse ou pas, le législateur, semble-t-il, est prévu de limiter ça aux besoins professionnels. Et avec une notification en préfecture, moi je fais confiance au préfet pour dire non mais là attendez, vous me faites une notification sur le parvis de Notre-Dame un dimanche après la messe, c'est impossible. Oui. Alors ça, il faut dire que la réglementation, elle a quand même prévu des explications très précises sur la présence de personnes dans l'environnement du drone. C'est-à-dire qu'on va parler de densité de population et en fonction de la dangerosité supposée du drone et donc de son risque létal, parce que c'est surtout ça que l'on cherche à regarder, on va pouvoir s'approcher plus ou moins des personnes, voire dans certains cas pouvoir les survoler, mais à partir du moment où ce sont des personnes isolées. Dès qu'il y a des personnes qui sont regroupées de manière à ce qu'il n'y ait pas de capacité d'échappement suffisante pour éviter le drone qui chute, à ce moment-là, c'est interdit. Donc là aussi, moi j'entends dire oui, moi je prends un moins de 250 grammes, comme ça je peux survoler les personnes. Je dis non, la personne, pas les personnes. C'est parce que c'est une mauvaise traduction que de dire qu'on survole les personnes, c'est des personnes isolées. Donc ça veut dire chacune des personnes isolées. Maintenant, on dit que c'est possible, on ne dit pas que c'est obligatoire non plus. Moi, des gens qui me disent j'ai pris un moins de 250 grammes, comme ça je peux faire dans les photos de mariage, je fais les regroupements de personnes et je fais des belles photos de regroupement de personnes à la verticale. Je dis, vaut mieux peut-être éviter, parce que là, en cas d'accident, de toute façon, c'est tout pour toi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Il faut faire très attention à l'interprétation. En France, on a tendance à employer des mots pour d'autres, à oublier la sémantique des mots et, et à faire des raccourcis très dangereux. Donc, attention, le drone de moins de 250 grammes peut être très utile. C'est comme dans tout métier. On peut avoir des outils qui peuvent paraître anodins et qui peuvent se révéler très utiles et pour autant avoir des outils très professionnels qui ne nous servent à rien, suivant la condition où on est. Donc, pour moi, le 250 grammes n'est pas forcément un jouet en tant que tel d'un point de vue réglementaire. Par contre, il est vrai que beaucoup le considèrent comme tel. Et ensuite, la notion de professionnel, encore une fois, je répète, elle n'existe pas. D'accord ? On est professionnel de son art, mais on n'est pas professionnel du télépilotage. Donc, on peut être photographe professionnel, on peut être thermicien professionnel, on peut être géomètre, géomaticien professionnel. Télépilote de drone, ça reste une compétence et ça reste donc un titre que l'on obtient pour avoir le droit à cette compétence-là et à démontrer que l'on a cette compétence-là. Voilà. Et toute cette responsabilité, il faut bien la comprendre. Ouais, alors Thierry, sur l'histoire du jouet, c'était pas moi qui décidais, qui définissait le mini comme un jouet. C'était bien la personne qui en parlait sur le forum qui disait j'ai acheté un drone jouet et je veux faire une activité d'inspection. C'est pour ça que ça m'interpellait. À partir de là, pour moi, le drone, il est choisi en fonction de la finalité et de l'objectif vis-à-vis du client. C'est sûr que si on me demande d'aller faire un château avec de la précision millimétrique, je vais sûrement pas prendre un Mini 3 pour des raisons de sécurité, mais je vais plutôt prendre mon M300 P1 pour pouvoir me reculer par rapport à la façade tout en garantissant d'avoir du millimètre. C'est aussi le choix du matériel, il est aussi fonction de la sécurité. Quand on va faire des châteaux avec des tours intérieures, on va plutôt privilégier un M3E parce que on peut se mettre à 50 cm du mur en arrière et shooter à 3 mètres devant parce qu'on est dans un trou qui fait 6 mètres de diamètre. Tout à fait. Et pour revenir sur l'ouverture de la zone peuplée, du survol des zones peuplées en agglomération, du survol de l'espace public en zone peuplée, oui, on peut y voir peut-être un danger, mais c'est quand même oublié que la notification demeure, que qui dit notification, c'est pas un droit, et c'est pas parce que je fais une notification pour voler avec un C0 que la préfecture ne va pas me dire vous mettez quand même une zone de sécurité, vous volez pas au-dessus des gens, etc. Ils pourront toujours apporter des restrictions. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, en A2, quand vous volez à 30 mètres de personne, si vous lisez bien les conditions du vol en A2, ça s'apparente à une Z. Ce qui est écrit dans la réglementation européenne. Il faut qu'il y ait personne soit non impliqué qui pénètre, etc., etc. Donc, et puis, attendons de voir l'usage qu'en feront les préfectures de ça. Parce que besoin professionnel, tu as raison, Thierry. J'ai pas fini. Tu as raison, Thierry.
besoin professionnel, ça dit tout, ça dit rien. Mais par contre, il y a certaines préfectures, dont celle de Paris, qui demandent la fourniture d'un bon de commande ou d'une lettre de commande signée d'un client pour la prestation. C'est pas idiot. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas idiot dans la mesure où ça comprend. Moi, ce que j'ai dit lorsque j'ai fait partie des gens qui ont été consultés pour l'arrêté espace au niveau de la sûreté, dedans, l'article 5 a été modifié pour pouvoir permettre effectivement à la catégorie ouverte de voler donc en zone urbaine. Mais encore une fois, on a défini pour les professionnels. Moi, j'ai bien précisé à tous ces gens-là que professionnel ne voulait rien dire. Moi, j'ai dit à usage commercial me paraissait plus cohérent parce que professionnel, encore une fois, je reprends mon charcutier, mon boulanger, ce sont des professionnels. Il peut très bien aller acheter à la FNAC un drone et dire je suis professionnel, donc je fais une déclaration de vol en préfecture en tant que professionnel. Il n'a aucune compétence et en plus de ça, je veux dire, ça n'est pas du tout son rôle là-dessus. Donc, on ne pourra pas faire une discrimination par le fait de titre professionnel. À l'inverse, on m'a dit oui, mais ce sera ceux qui ont des numéros de SIRET. Alors dans ces conditions, on va prendre encore tout le monde qui ont des numéros de SIRET, parce qu'effectivement, on va se retrouver avec des gens. Après, on m'a dit oui, mais c'est juste pour des bons de commande, d'accord? Donc ça veut dire qu'on interdit à tout un chacun qui aurait une entreprise et qui serait qualifié en tant que exploitant de drone, qui aura ses déclarations, etc., de faire sa promotion. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de faire la promotion de ma devanture d'officine, etc. Je n'ai pas le droit de le faire parce que je le fais pour moi. C'est complètement idiot aussi. Donc, encore une fois, on est dans de la sémantique et nos technocrates ne savent pas écrire correctement parce qu'ils ne maîtrisent pas le concept. Donc, et c'est un vrai problème. Donc, comme j'ai dit, consultez-nous, demandez-nous correctement. Le seul problème, c'est que quand on consulte, on a aussi des gens dont c'est le lobby d'essayer de faire valoir leurs droits et du coup, ça fausse un peu le débat. Voilà. Bien, je ne voudrais pas. Donc, il y a trop de systèmes peut-être encore. S'il y a une question, je veux bien essayer d'y répondre. Mais à 16h, j'ai une autre visio, donc je suis désolé, je vais être obligé de clôturer celle-ci. Oui, Thierry. Oui. Je voulais. Là, voilà, moi, souvent, mon problème, moi, c'est que j'utilise un Photon 4, un DJI, et là, moi, je fais de la vérification de toiture avec. Donc, justement, est-ce que je vais pas t'embêter à partir du 1er janvier? Non, puisque ton drone, il est mis sur le marché avant 2024, donc ça pose aucun problème. Et ton attestation d'exploitant, normalement, si tu l'as revalidé, parce qu'il faut retourner auprès d'Alpha Tango, et si tu l'as revalidé dans la conformité pour pouvoir être exploitant encore pendant 2 ans, tu n'es absolument pas embêté. Tu peux encore pendant 2 ans utiliser les S3, les S2, les S1, donc comme tu veux. D'accord. Et après, cette machine, je peux la mettre au but, si j'ai bien compris. C'est ça. Ou alors, tu l'exploiteras sur un PDRA, puisque les Phantom 4 pourront être sur un PDRA, mais il faut aussi raison garder. Les machines, elles changent régulièrement et tout le monde a toujours une course pour essayer d'acheter la dernière machine. On a des bonnes vieilles machines, mais moi j'ai vécu la même chose avec les F450, les F550, j'ai vécu la même chose avec les microcoptères. Aujourd'hui, j'en parle plus. J'avais mon bon vieux S900, j'en ai fait cadeau à un centre de formation, qui d'ailleurs n'a aucune reconnaissance envers moi aujourd'hui, mais ça fait longtemps. mais voilà, donc je veux dire, oui, c'est des machines qu'on a achetées qui valaient, suivant les machines, entre 15 et 20 000 euros, et on finit par les faire cadeau parce que derrière, ça vaut plus rien, quoi. Ouais, d'accord. Ok, merci beaucoup. Ou en A3 aussi. Oui. Voilà, je suis désolé, mais je suis obligé de clôturer cet échange qui me semblait être intéressant. J'espère qu'il aura répondu à la majorité des questions. On a été quand même relativement nombreux. Je vous remercie d'avoir été là. Pour information, ce sera rediffusé en podcast sur la web radio Fréquence Drone. Donc moi, j'ai enregistré ce webinaire et il vous sera redistribué pour que vous puissiez l'écouter en podcast. Voilà. Merci beaucoup, passez une agréable journée et bon vol. Alors bon vol à tous. Merci, au revoir. Merci, à bientôt, Thierry. Au revoir. Merci, intéressant. À bientôt. Merci beaucoup.